La crise Covid-19 a accéléré la digitalisation de toutes les activités humaines. En France, le télétravail a été multiplié par 7 pour atteindre 20 millions de télétravailleurs pendant le confinement. De nouvelles formes de sociabilité et de loisirs ont également émergé. Les compétitions de e-sport ont fait carton plein, tandis que les plateformes de streaming ont connu des records d'affluence. Au cœur de nos vies professionnelles et personnelles, les réseaux sociaux ont permis aux 3 milliards d'individus confinés de maintenir les liens humains. Côté médecine, les téléconsultations qui peinaient à s'imposer ont atteint en avril le chiffre record de 1 million en France. Les paiements sans contact, dont le plafond a été relevé, ont eux aussi explosé, de même que les solutions de transfert d'argent entre particuliers. Même si ces usages ne survivront pas tous à la fin de la crise, le digital sera demain encore plus présent dans nos usages privés et professionnels. Processus numériques et physiques ne feront plus qu'un. Le digital sera aussi naturel que l'oxygène que l'on respire. C'est l'ère post-digitale. Les défis de cette nouvelle ère seront nombreux. Au plan opérationnel, l'intrication croissante du monde physique, du cyberespace et du vivant augmente en effet la surface d'exposition au risque. De la même façon, il complique largement le retour au mode dégradé. Sécurité et sûreté sont désormais intimement liées. Au plan stratégique, la mondialisation et les logiques d'écosystème font apparaître de nouvelles dépendances. Dépendance à des flux numériques, mais aussi à des flux physiques, comme l'a rappelé la crise Covid. Quels enseignements tirer de la crise Covid en matière d'usage, de numérique et de cybersécurité? Quelles sont les technologies qui contribuent à ce nouveau monde hybride, ni totalement physique, ni totalement digital? Quels sont les défis et solutions de cette ère post-digitale? Bonjour à tous, bienvenue à ceux qui êtes là à la fois en présentiel et puis ceux qui nous suivaient à distance derrière vos ordinateurs. Bienvenue donc pour cette deuxième journée du forum Cyberdéfense et Stratégie édition 2020 sur le thème cette année du post-digital, un événement qui est donc organisé par CIS pour le compte du commandement de la cyberdéfense. Voilà, donc on a fait hier une première session autour des nouveaux usages qui ont émergé, qui ont explosé au moment du confinement et de la crise, donc des usages comme le télétravail, comme la télémédecine. Et aujourd'hui, nous allons nous pencher sur les technologies qui sont qui seront au cœur de cette nouvelle ère. Technologies qu'on résume souvent sous l'acronyme DARC. DARC, c'est-à-dire registre distribué, intelligence artificielle, impression 3D, réalité augmentée, quantique. Donc, ce sont toutes ces technologies dont nous allons parler ce matin. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais demander au général Didier Tisser, qui commande la cyberdéfense, d'introduire cette session avec une première question peut-être sur les enjeux de ces technologies pour le ministère des Armées et pour le commandement de la cyberdéfense. Alors justement, les enjeux sont très importants dans ce domaine de la cyberdéfense et du numérique, parce que c'est un domaine qui évolue très rapidement. Et donc, dans un domaine qui évolue très rapidement, il faut absolument avoir une stratégie. Cette stratégie, bien évidemment, elle s'appuie sur des humains, mais elle s'appuie aussi sur des technologies, sur des procédures. Il y a un acronyme qui est les TTPs, Techniques, Statics and Procedures, qui est assez important pour nous. Donc aujourd'hui, il est important, notamment pour le commandement de la cyberdéfense, d'essayer d'identifier ces technologies émergentes. Certaines sont déjà connues, en fait, mais peut-être pas autant dans leur application. Donc pour nous, il est important de pouvoir identifier les technologies qui peuvent avoir une application dans ces questions de cybersécurité et plus particulièrement le domaine de la sécurité nationale et de la défense. Et parmi ces technologies, certaines évidemment pourront utilement être utilisées dans le cadre de la manœuvre militaire. Donc pour nous, s'intéresser à ces technologies, c'est véritablement anticiper et être capable d'être au rendez-vous à la fois pour défendre nos moyens, nos systèmes d'information, nos systèmes d'armes numérisés, et aussi potentiellement être capable d'intégrer ces technologies dans le cadre de l'action offensive. Vous le savez, aujourd'hui, le ministère des Armées est en mesure de mener des actions offensives sur les théâtres d'opération. Donc, il faut avoir cette supériorité opérationnelle. Et aujourd'hui, la supériorité opérationnelle, elle se fonde sur des technologies de pointe, mais aussi, bien évidemment, sur des personnes capables de les intégrer, et là aussi sur des doctrines d'emploi. Donc, pour nous, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Et donc, je suis ravi, en effet, aujourd'hui, de pouvoir participer, assister à ces échanges sur ces technologies, celles qui sont prometteuses, et de quelle manière elles peuvent être utiles pour le ministère des Armées.
Alors, quelles sont les différentes capacités sur lesquelles vous travaillez aujourd'hui, justement, pour pouvoir évoluer dans cet environnement digital et bientôt post-digital? On parle souvent donc de posture, de capacité. Il y a donc des actions plutôt de protection. Il y a des actions offensives, vous l'avez évoqué. Il y a également des sujets de lutte informatique informationnelle. Est-ce que vous pouvez nous résumer, nous brosser un peu les différentes capacités sur lesquelles vous travaillez? Oui, alors aujourd'hui, justement, pour la défense de nos systèmes, nous sommes en train de réfléchir à des technologies comme l'intelligence artificielle. C'est quelque chose d'essentiel. Il y a tellement de données et aujourd'hui, les attaquants, les cybercriminels, en fait, varient leur mode d'action. Les outils qui récupèrent sur le dark web, il y a véritablement tout un tas de marchés d'achat, de vulnérabilité, d'accès. Donc, nous avons besoin au milieu de cette jungle informationnelle, de récupérer les bonnes informations, celles qui nous permettront de pouvoir anticiper pour mieux nous défendre. Donc on est beaucoup sur l'analyse comportementale sur les réseaux. Et donc là, évidemment, l'IA, le big data est important. Nous sommes aussi beaucoup sur des réflexions sur l'identité numérique. Aujourd'hui, nous sommes tous confrontés à mémoriser des mots de passe, ces mots de passe de plus en plus compliqués, et véritablement, il faut dépasser cette notion pour pouvoir s'identifier, s'authentifier avec sécurité. Nous sommes véritablement dans ces technologies aujourd'hui du zéro trust. En fait, chaque composant du système doit être porteur de sa propre sécurité, de façon à pouvoir justement les agréger, les interconnecter pour ne pas mettre en danger le système global. Puisque, vous le savez, les attaques cyber peuvent avoir un effet systémique et faire tomber un système complet et donc qui peut porter atteinte au métier. Après, aussi évidemment, les réseaux sociaux, c'est quelque chose de très important aujourd'hui. Ça fait caisse de résonance. Et pour assurer le succès justement des postures de protection des forces armées sur les théâtres d'opération, nous avons besoin d'avoir le soutien de la population, bien évidemment. Nous avons besoin d'avoir un cadre juridique pour pouvoir s'engager dans ces opérations. Et donc, pour nous, il est essentiel, voilà, d'avoir ce soutien. Et ce soutien, aujourd'hui, on sent que l'opinion est très sensible aux réseaux sociaux, et donc nous avons besoin de savoir ce qui se passe sur les réseaux sociaux, d'être à l'écoute de cela, et pour pouvoir intégrer justement ces tendances, pour s'assurer que notre action, en particulier sur les théâtres d'opération, est bien comprise, et notamment que tout le monde a bien conscience, en effet, du cadre juridique d'emploi qui est très, très essentiel pour les manœuvres françaises. Et comme je l'évoquais tout à l'heure aussi, en matière en effet de technologie, sur l'offensif, sur les théâtres d'opération là aussi, nous avons besoin de s'assurer que les actions que nous menons n'ont pas d'effet de bord. C'est quelque chose de fondamental, qu'elles soient bien maîtrisées et qu'on est bien dans ces principes de proportionnalité de l'action, de discrimination entre le civil et les cibles militaires sur lesquelles nous nous attachons. Et donc là, aujourd'hui, ça veut dire des technologies qui permettent en effet de mieux cibler, de mieux comprendre ce qui se passe dans l'ensemble des technologies que nous mettons en œuvre, quoi. Donc voilà un peu ces domaines de lutte. Dans chacun des domaines de lutte, nous avons des possibilités justement d'intégrer des technologies plus ou moins prometteuses, mais toujours avoir à l'esprit que, au-delà de la technologie, c'est l'emploi qui va être fait par l'humain, et notamment ces questions d'éthique qui sont essentielles justement pour l'action militaire. Et je ferai référence justement aux travaux qui ont été lancés sous l'égide de la ministre, Madame Florence Parly, ministre des Armées, sur justement ce comité d'éthique pour se poser des questions sur les technologies aujourd'hui. Certes, elles peuvent apporter un atout et une supériorité opérationnelle, mais encore faut-il justement que ce soit conforme au droit, bien évidemment, mais aussi à l'éthique que nous avons dans l'emploi que nous faisons de la force armée. Merci beaucoup, Général. On voit vraiment que ces nouvelles technologies ont vraiment une importance stratégique pour le ministère des Armées. Et alors, je me tourne peut-être vers vous aussi, Olivier. Vous avez un profil un peu différent. Vous êtes auteur, conférencier, blogueur, consultant, spécialiste de l'intelligence artificielle et de l'informatique quantique notamment. On m'a parlé de post-digital, de technologie du post-digital. Est-ce qu'on est vraiment en train d'entrer dans une ère du post-digital? Et si oui, à quoi elle va ressembler et sur quelle technologie elle va reposer? C'est un peu une construction intellectuelle, le côté post-digital, parce que la quasi-totalité des technologies dont on parle, elles ont été créées avant. Il n'y a pas eu de technologie de créer pile poil pendant la crise du Covid. Par contre, on a vu effectivement une augmentation des usages, évidemment, dans tout ce qui était communication à distance, mais la quasi-totalité des travaux de recherche
sont précédents. Ils ont démarré dans certains cas il y a plus de 10 ans, des fois c'est 20 ans. Donc moi je suis l'avocat de ce qu'on appelle les cycles longs dans le monde de l'innovation. Hein. La quasi-totalité des technologies dont on parle aujourd'hui relève de cycles très longs. Prenez la 5G, qui est devenue un sujet de société assez chaud en ce moment. C'est un sujet qui a démarré il y a plus de 15 ans. Oui. Les équipementiers ont fait de la recherche il y a très longtemps. La recherche fondamentale sur les radiofréquences a démarré il y a très très longtemps. Et on est juste en train de commencer à le déployer. L'intelligence artificielle, c'est pareil. Hein, c'est un sujet qui date de plus de 60 ans. Et les grands progrès qu'on vit aujourd'hui dans l'intelligence artificielle, en gros, on considère qu'ils datent de 2012, accélérés par la puissance du matériel. Donc il y a des cycles très longs en fait dans lesquels on se trouve. Moi je me rappelle très bien par exemple en termes de télécommunications, le rôle qu'a eu 9/11. À l'époque je travaillais dans une entreprise américaine, et bien à cette époque-là, 9/11 a déclenché l'usage de la visioconférence dans les entreprises. Donc c'est il y a 20 ans, 19 ans quoi. Et le Covid c'est presque 9/11 V2. Du point de vue des usages, la seule différence, c'est qu'en fait, à l'époque, ça concernait les entreprises qui étaient multinationales, et maintenant, c'est tout le monde, puisque tout le monde était confiné. Donc, en fait, il y a eu comme ça une sorte de répétition de l'histoire dans l'impact de l'histoire d'un côté sur les technologies et les vases communicants entre les deux. Mais tout à fait. D'ailleurs, vous avez préparé, je crois, quelques petits slides à nous montrer. Oui. Voilà. Donc, si vous voulez nous les passer rapidement. Il ne faut pas hésiter à m'interrompre sur ces sujets. Donc, j'ai essayé, par rapport à la préparation qu'on a faite de cette journée, d'identifier quelques thèmes qui étaient transformés, ou en tout cas dans notre compréhension, étaient transformés du fait de cette crise. Donc, il y en a un premier qui est l'intelligence artificielle. Est-ce qu'elle a vraiment servi ? C'est une grande question. Hein. Et d'ailleurs, d'une manière plus générale, il y a un débat qui a été déclenché il y a à peu près 2 mois, mondial, hein, pas en France spécifiquement, qui est est-ce que la technologie nous a aidés ou pas ? Alors je mets l'IA dans ce contexte-là. Et c'est un verre à moitié vide ou à moitié plein selon les cultures. Les Américains et les cultures qui sont très positives sur l'impact de la technologie ont tendance à dire oui. Les cultures plus prudentes, comme dont nous faisons partie, et plus sceptiques, ont tendance à dire oui, finalement, ça ne nous a pas aidé tant que ça. Bon, la technologie, c'est qu'une boîte à outils. La décision de la mise en œuvre de la technologie, c'est une décision humaine. Donc la technologie n'est pas un objet isolé de l'espèce humaine. Bon, l'IA est un cas particulier. On parlera un peu du virtuel. Et là, je me positionne peut-être plus en termes de prospective. C'est-à-dire qu'est-ce que les nouveaux outils de la virtualité vont jouer un rôle, ou est-ce que leur adoption va s'accélérer du fait du confinement qu'on vient de traverser ? Alors là, on est sur quel horizon de temps ? Laps de temps ? Ouais. Oh, j'en sais rien. J'aurais tendance à dire 5 à 20 ans. D'accord. C'est très très large. Vous verrez, hein, je vais vous parler de plusieurs technologies qui ont des impacts extrêmement différents les unes par rapport aux autres. Il y a ce qu'on appelle la réalité mixte, la réalité augmentée, la réalité virtuelle. Il y a le contrôle du cerveau, qui est un gros sujet qui excite beaucoup les laboratoires de recherche dans le monde aujourd'hui. Bon, on en parlera un petit peu. Une grande question qui a été bien mise en exergue pendant cette crise, qui est la souveraineté. Alors, on a parlé de souveraineté sur l'approvisionnement en médicaments, en masques, en système respiratoire pour les hôpitaux. Mais la question, elle est très large. Elle se pose aussi dans le monde du numérique, et je vais essayer d'évoquer ça. Et en fait, justement, je vais essayer de l'évoquer en rappelant que ce sujet est très ancien, en fait. C'est un sujet qui est devenu d'actualité, en gros, au minimum en 1965, si vous voulez. Donc, c'est quand même il y a longtemps, quoi. Donc, c'est pas un sujet nouveau, même si aujourd'hui, tout le monde s'excite sur les GAFA et le rôle de dominance qu'ils ont aujourd'hui sur le marché. En fait, ça fait très longtemps. Je parlais du quantique, qui est ma passion, parce que je considère que c'est une nouvelle opportunité pour la France et pour l'Europe de reconquérir une partie de notre souveraineté technologique. Puis on terminera, si on a le temps, par la manière de réconcilier la politique et la science, qui je pense est un méta-sujet extrêmement important aujourd'hui, pour recréer un lien entre le monde de la technologie et les citoyens. Et c'est un lien qui aujourd'hui est extrêmement distendu. Hein. Quand on regarde l'état d'opinion, c'est vraiment un vrai problème global. Alors je vais avancer un petit peu. Alors, je me suis posé la question de savoir quels étaient les apports de l'intelligence artificielle dans le cadre de la crise du Covid. Alors j'ai trouvé des publications, il y en a pas mal. Hein, il faut savoir que pendant cette crise, il n'y a jamais eu autant de recherche dans la santé. Et il n'y a jamais eu autant d'exposition des travaux des chercheurs. C'est qu'il y a des milliers et des milliers de publications qui ont été faites. Alors parfois contradictoires. On a vu les fameux tests d'efficacité de l'hydrochloroquine avec des tests positifs, des tests négatifs. Mais il y a eu une abondance de données. Il y a aussi eu un autre phénomène qui est très positif, c'est que les chercheurs ont partagé beaucoup d'informations.
même si les Chinois, peut-être un peu moins que les autres, mais en gros, à l'échelle mondiale, il y a eu beaucoup de communication et d'information. Et ça a permis justement de mettre en place des analyses, des tests au niveau ce qu'on appelle le machine learning, donc les briques de l'intelligence artificielle, et qui ont permis de faire un certain nombre de progrès. Alors, je vais vous en montrer quelques-uns, si ça veut bien s'afficher. Hop, voilà. Quelques exemples très connus. Le fameux virus, là, le Covid, il faut savoir que c'est dans l'histoire de l'informatique, c'est le virus le plus simple et le plus virulent qu'on ait connu. J'aime bien faire des analogies entre le numérique et le vivant. C'est un virus de 15 kilooctets qui a quand même créé un sacré bazar à l'échelle mondiale. C'est juste 15 kilooctets. Donc, 15 kilooctets, c'est le code de l'ARN du virus. Bon, alors, il se trouve que ce code, il sert à créer des protéines et il sert à créer cette structure que certains connaissent, avec l'ARN au milieu. Et surtout, un objet qui est très important dans ce virus, c'est ce qu'on appelle la glycoprotéine, qui est cette espèce de tentacule autour du virus. Et c'est cette protéine qui connecte le virus aux cellules, et qui fait que le virus va rentrer dans les cellules vivantes, notamment les cellules du poumon. Et donc, cette glycoprotéine, l'un des travaux les plus urgents qui a été déclenché dès janvier, ça a été d'en comprendre la structure en 3 dimensions. Eh bien, ça, c'était fait avec de l'intelligence artificielle, et avec des outils de simulation, donc, qui ont utilisé des puissances de supercalculateurs. Et donc, il y a eu un véritable apport du numérique pour faire ça, couplé à des instruments d'analyse plutôt classiques, de cristallographie, etc. Il y a eu énormément de travaux qui ont été faits sur ce qu'on appelle la création de modèles prédictifs, c'est-à-dire comment on peut prédire ce qui va se passer à partir des données dont on dispose. Alors, par exemple, il y a eu des modèles prédictifs de prédiction de l'expansion de la pandémie qui ont été réalisés. Ça s'appuie d'ailleurs sur une technique dont on ne parle pas souvent dans le monde de l'intelligence artificielle, qu'on appelle les réseaux d'agents. C'est une technique qui n'est pas le machine learning, c'est une autre technique qui fait partie de cette sphère-là et qui joue des rôles très intéressants. Il y a évidemment eu énormément de travaux pour comprendre les paramètres qui déclenchaient la virulence du virus et sa propagation. On sait qu'il y a au minimum 20 paramètres. Hein. Donc c'est très compliqué du point de vue de l'analyse des données. Donc il y a des travaux qui ont été faits dans ce domaine-là. Il y a eu aussi, dans un côté un petit peu périphérique, l'analyse des réseaux sociaux pour comprendre comment les fausses nouvelles circulaient. C'est important, parce que quand on a des plans de santé qui disent à la population il faut porter des masques, laver les mains, etc., c'est important que les gens respectent ces règles de base, des règles de prophylaxie. Eh bien, il était très important pour les pouvoirs publics d'être capables de comprendre d'où venaient ce qu'on appelle les hoax, enfin les fausses informations sur le sujet, et il y en a eu beaucoup. Et donc ça aussi, ça fait partie des outils que l'IA permet d'apporter. Et puis, on détecte aussi le port du masque avec des caméras de surveillance maintenant. Alors peut-être pas trop en France aujourd'hui, parce que c'est pas encore dans l'air du temps, mais en Chine, c'est clair que c'est largement utilisé, en Angleterre aussi. Et puis, on est capable d'analyser avec des outils de machine learning les radios du poumon. L'intérêt, c'est que ça permet à des praticiens dans des hôpitaux qui sont surchargés d'accélérer le rythme de diagnostic, et y compris avec des praticiens qui sont pas forcément des spécialistes du poumon. Donc, l'IA, elle joue ce rôle, indépendamment du Covid, qui est extrêmement important dans le monde de la santé, c'est qu'elle permet d'élargir le champ du diagnostic à un nombre de praticiens plus important. Ça évite cette espèce de barrière des spécialistes. On sait qu'il n'y a pas assez de spécialistes en général dans la santé. Il n'y a pas assez de cancérologues, il n'y a pas assez de diabétologues, il n'y a pas assez de cardiologues, il n'y a pas assez d'ophtalmologues. Donc plus on démocratisera les outils de diagnostic, complétés quand même par un diagnostic fait par un spécialiste, mieux on se portera en fait dans le domaine de la santé. Alors par contre, il y a eu des problèmes. Hein. Évidemment, on n'a pas résolu tous les problèmes. Je dirais le périmètre global de la crise, évidemment, personne n'a anticipé. Moi-même, j'avais écrit un article en janvier en essayant de faire un peu de prospective sur l'année. Évidemment, j'ai rien vu et aucun voyant n'avait vu ce qui allait se passer et aucune société d'analyste ou de prospective avait vu ce qui allait se passer. Et en fait, c'était très, très difficile de modéliser ce qui s'est passé. Modéliser la dimension économique, par exemple. Je me mets à la place d'un dirigeant. Je me mets à la place du président de la République. On lui met sur la table une décision qui est de dire, voilà, il faut confiner. Il faut arrêter quasiment les 2 tiers de l'activité économique. Voilà les conséquences économiques que ça va avoir, ou les conséquences santé que ça aurait si on ne le faisait pas. C'est un choix très compliqué à faire. Et c'est un choix dans ce qu'on appelle dans l'ambiguïté. C'est-à-dire qu'on n'a pas les données, on n'a pas assez de données, on n'a pas de données d'entraînement du passé parce qu'on n'a jamais connu ça. Donc on est complètement nu par rapport à l'adversité et on doit prendre une décision en environnement ambigu. Et ça, c'est clair que ce n'est pas un domaine où l'IA est très forte aujourd'hui. Parce que le monde de l'IA aujourd'hui, c'est un monde de machine learning qui est entraîné par des données du passé. S'il n'y a pas de données du passé, on doit utiliser son bon sens, son discernement, faire des choix difficiles, faire des choix cornéliens. Et donc, on revient à des logiques purement humaines.
Il y a même une étude qui a montré clairement les limites aussi du sujet, avec le fait qu'une étude basée sur pas assez de données donne des résultats peu fiables. Certains ont voulu faire des coups marketing et tout à fait. Ont eu un effet boomerang derrière. Oui, alors ça, c'est vrai de toutes les applications de l'IA, et pas seulement celles qui sont liées au Covid. Hein. Toutes les applications de l'IA font face à cette difficulté. Et très souvent, d'ailleurs, on a tendance à confondre deux domaines dans la notion de qualité des données. Il y a un point clé qui est d'avoir des données propres, c'est-à-dire des données bien labellisées. C'est très important pour faire la reconnaissance d'objets, par exemple dans des images, comme la radio du poumon qu'on a dans le transparent. Mais il y a un deuxième point qui est moins bien compris même par les spécialistes, qui est la capacité à un jeu de données d'entraînement à bien couvrir l'univers du possible. Et c'est ça qui pêche, c'est là où ça pêche en général. Parce que si une donnée est propre, mais qu'elle ne couvre pas bien l'étendue du possible, elle ne permettra pas de faire des prédictions, parce qu'elle n'aura pas bien vu tout ce qui pouvait se passer et tout ce qui était probable. Donc, il faut travailler sur ces deux aspects en même temps quand on veut faire des solutions de qualité. Donc voilà, on est un peu entre deux eaux sur l'IA, mais j'ai tendance à dire que, comme Georges Marchais, c'est un bilan globalement positif. Et donc sur le hype cycle, là, si on reprend le traditionnel cercle, courbe d'adoption sur l'IA, on est déjà dans une remontée aujourd'hui vers des applications plus matures. Par rapport à la question de la santé ou en général ? En général. En général, on considère aujourd'hui qu'on est un peu dans une sorte de demi-creux. Parce qu'en fait, on est en train de rentrer dans la phase de courbe d'expérience des entreprises qui découvrent les limites des technologies, qui ont des projets qui ne marchent pas toujours très bien. Donc, il y a un peu de désillusion. Mais c'est l'apprentissage. C'est une phase d'apprentissage. Et la deuxième phase, pas forcément de désillusion, mais de tâtonnement, elle est liée au fait que beaucoup des acquis sur lesquels on travaille aujourd'hui datent en gros d'il y a 5 à 10 ans. Je simplifie un peu. Il y en a qui diraient c'est 30 ans, mais en gros, c'est des acquis de quelques années. Et maintenant, on cherche un peu la vague suivante. Et la vague suivante, elle est assez incertaine. Il y a des chercheurs dans le monde entier, dont Yann Lequin chez Facebook, qui essaient de travailler sur ce qu'on appelle l'intelligence artificielle générale, c'est-à-dire la capacité à raisonner de manière générique comme les humains le font. Ça occupe beaucoup de monde, hein, et notamment les Google, les Microsoft, ce qu'on appelle les GAFAMI, enfin les gros acteurs, mais aussi des laboratoires de recherche publics dans le monde. Mais c'est incertain, on ne sait pas trop vers où ça va. Et par contre, ça pose plein de questions éthiques, de sécurité, diverses et variées. Mais on est dans un plateau, je dirais, d'un point de vue scientifique aujourd'hui. Par contre, il y a un point où on n'est pas dans un plateau, c'est que notamment tout ce qui est lié au traitement d'image, aux caméras de surveillance, à l'imagerie médicale, tire parti d'un très grand nombre de progrès qui viennent plutôt du matériel. Il y a eu énormément de progrès qui ont été réalisés par les fabricants de processeurs spécialisés qui ont permis d'avoir plus de puissance disponible, aussi bien dans des ordinateurs, dans des téléphones qui reconnaissent vos visages quand vous faites des selfies, ou dans des supercalculateurs. Donc c'est un spectre extrêmement large de produits qui utilisent ces nouveaux processeurs et qui apportent vraiment une puissance de calcul qui rend possible des applications extrêmement puissantes, quoi. Donc oui, c'est un mélange des genres. Il y a un plateau sur certains aspects, il y a des progrès dans d'autres. C'est l'innovation, hein. C'est classique. Hein. Il y a un volet éthique dont on parlera notamment demain sur le fait du remplacement. Enfin, certains craignent effectivement une disparition de certains emplois et une recréation d'autres emplois. Et donc ce point-là sera clairement abordé demain, puisque voilà, ça, c'est un sujet à part entière. C'est un sujet à part entière. Quel est le solde ? En fait, c'est pas une question de technologie, c'est une question de décision humaine. Pour savoir si le solde de l'emploi est positif ou pas. Vous avez à la fois des technologies qui ont, comme la micro-informatique par exemple il y a 30 ans, qui ont démocratisé des accès à un certain nombre de fonctions. Par exemple, est-ce qu'on a moins d'experts comptables aujourd'hui qu'il y a 40 ans ? Je ne suis pas sûr. On a moins d'imprimeurs, mais les imprimeurs sont devenus des web designers qui créent des sites web. Donc il y a eu un transvasement de métiers, il y a eu des changements de métiers, mais pas forcément de la destruction. Et la difficulté, c'est d'estimer là où il y a un solde positif, là où il y a un solde négatif. Bon. Ça se voit sur la durée aussi. Et sur des cycles assez longs, oui, tout à fait. Alors, après l'intelligence artificielle, on peut aussi évoquer tous les sujets liés à la réalité augmentée, visioconférence, qui sont des choses très, très existantes aujourd'hui, hein, si j'ose dire. Mais le sujet, c'est l'abolition de la distance. Jusqu'où peut-on aller dans ce domaine ? Alors, c'est un peu le paradoxe. On a tous été des utilisateurs des outils qui sont là, les Zoom, les Blue Jeans, les Teams, Livestorm, Jitsi, pour ceux qui connaissent moins, c'est un outil open source. Hein. Ça marche très bien. Et alors c'est très marrant parce que ce panorama là, rapide que vous avez dans le support visuel, il montre la diversité des solutions et il reproduit
le débat qu'on a généralement sur les technologies. On a des technologies dites propriétaires, souvent d'origine américaine. On a des technologies françaises, comme Livestorm, et puis on a des technologies open source. Et on retrouve le même débat que d'habitude. Sauf que, malgré tout, on est tous sous Zoom, sous BlueJeans, plutôt des outils d'origine américaine en général. Mais c'est pas uniquement la question de l'appli, c'est aussi la question de l'infra qui est derrière. Puisque alors, il y a une question d'infra. Jitsi est parfait, mais il faut avoir une infra derrière qui supporte. Alors, l'autre phénomène qu'on a découvert, évidemment, c'est que ça marche pas toujours très bien. Tout le monde n'a pas une liaison en fibre à la maison, et donc tout le monde a des vidéos cahotantes et un micro qui marche pas. Et c'est devenu presque un sketch et guignol, quoi. C'est-à-dire que la conférence vidéo qui marche pas très bien, c'est devenu le quotidien de. Parfois, on passe un tiers du temps à mettre en route tout, quoi. Aujourd'hui, ça fonctionne. Aujourd'hui, ça fonctionne. On a de la chance, mais oui, mais on n'a pas encore d'interaction. Bon, ça fonctionne bien. Ce qui est clair, c'est que on est encore à mi-chemin. Il faut voir par exemple ce que Cisco essaye de faire depuis une bonne quinzaine d'années, essayer de faire de la téléprésence avec des écrans de grande taille, avec une grande résolution, avec une présence physique plus réaliste que ce qu'on a aujourd'hui dans nos petits écrans, avec nos petites fenêtres, avec une basse résolution. On est très dépendant des caméras, des écrans, du débit qui est disponible, des infrastructures, et on est encore entre deux eaux. Et il est clair que l'impact émotionnel de l'usage de ces technologies-là est encore un peu mi-figue, mi-raisin. C'est-à-dire qu'on sait que quand on est à distance, on n'a pas encore le même réalisme que là. J'ai plus de plaisir à vous voir là que si je vous voyais à distance. Et les solutions qui permettent d'avoir des avatars sur lesquels maintenant, d'ailleurs, on peut recréer en 3D, reprojeter une image. Alors, c'est comme si je disais que vous êtes une version très réaliste 3D de votre avatar en 2D sur un Zoom. On en reparlera un peu. Vous pointez un point qui m'intéresse beaucoup, c'est justement cet équilibre entre la performance du système, entre l'expérience utilisateur et entre la sécurité, avec ces questions en effet derrière de souveraineté. Il y en a eu plein. Donc ces questions de labellisation aussi aujourd'hui à un moment ou un autre. En effet, on a besoin de toutes les solutions, mais on a besoin d'avoir certaines labellisées pour être utilisées par les administrations et en particulier nous aussi. Et donc c'est vrai que le regard en fait sur les technologies utilisées, la maîtrise que l'on peut avoir est très intéressante pour nous. Et ces solutions, d'ailleurs, elles se différencient sur plein d'aspects, dont la sécurité, mais elles se différencient sur l'interaction. Il y en a qui sont, je ne vais pas trop les citer, mais il y en a qui sont beaucoup plus favorables à l'interaction entre les parties prenantes d'une discussion, alors qu'il y en a d'autres qui sont plutôt dans un modèle descendant. Genre, on parle, on écoute et on lève le doigt si on veut parler. Il y en a d'autres, on peut parler facilement. Donc il y a aussi une reproduction des problématiques de hiérarchie, d'organisation, qui dépendent de la nature des outils. C'est intéressant d'analyser ça sous l'angle sociologique de ce point de vue-là. Alors, évidemment, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que les outils de réalité virtuelle ont bénéficié du Covid ? La réponse est non, a priori, parce que, d'abord, les gens sont faiblement équipés. Ça, c'est une première raison. La deuxième, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de solutions relativement génériques pour faire ce genre de choses. Et, par exemple, il n'y a pas eu une sorte d'explosion du voyage à distance grâce à des casques, ce qu'on pourrait imaginer, parce que le tourisme virtuel, c'est une des applications potentielles des casques de ce type-là. Il n'y a pas eu d'explosion pour l'instant. Bon, la raison, elle est simple, c'est que la plupart des casques que vous voyez là, que ce soit HTC, Microsoft ou d'autres, ils sont encore lourds, relativement chers. Il n'y en a pas tant que ça qui ont un réalisme, je dirais, qui reproduit assez bien le monde réel. Moi, je suis très intéressé, par exemple, par la capacité, c'est le cas de la boîte qui est en bas, la capacité à afficher une image avec un grand angle de vue et une grande résolution. Parce que ça, c'est beaucoup plus immersif que quand on a 95 degrés, qui est quand même un tout petit bout de la vision humaine. Et il y a beaucoup d'acteurs américains, chinois et autres, européens, qui s'activent sur cette question du réalisme. Mais ça, c'est lié à un ensemble de technologies. Parce que pour augmenter le réalisme avec un angle de vue très large, il faut plus de processeurs qui chauffent plus, qui consomment plus d'énergie. Parfois, c'est carrément des ordinateurs personnels qu'on connecte au casque, donc c'est relativement lourd, c'est pas un téléphone. Et il faut aussi de la bande passante s'il s'agit de le faire à distance. Donc ça crée des contraintes un peu plus larges. Mais au-delà de ça, il faut savoir que le monde de la réalité virtuelle est un monde qui avait généré, il y a à peine 4-5 ans, une excitation du marché qui était absolument dingue. Je vous montre ces chiffres-là qui sont quand même très parlants. Il y a 4 ans, IDC, qui est une société qui fait des prévisions sur la taille des marchés, prévoyait qu'en 2020, maintenant, ce marché ferait 162 milliards de dollars. La réalité, c'est 18,8, sachant que c'est la même boîte. On est toujours avec IDC, c'est pas IDC et Gartner. C'est la même boîte qui passe de 162 à 18. C'est un bon exemple
de ralentissement, d'une accélération supposée de l'adoption d'une technologie. Ça montre que quand on vous vend monts et merveilles sur une nouvelle technologie, elle n'est pas forcément adoptée aussi vite qu'on l'imagine. Les analystes ont toujours tendance à vouloir présenter une image très rose de la perspective d'une technologie. Pourquoi ? Parce que ça crée un effet d'entraînement. Ça crée d'investissement dans les startups, qui crée de l'achat dans les entreprises, qui crée de l'intérêt dans les entreprises, et c'est censé créer un cercle vertueux. Mais ça ne marche pas forcément. Alors ça ne veut pas dire que ça ne marchera jamais. Ça veut dire que le cycle est plus lent qu'on imagine. Les technologies n'étaient pas tout à fait mûres aussi, ce que vous disiez. Ouais, les questions de réalisme, les questions aussi de... En fait, par exemple, il faut savoir qu'une technologie comme ça, elle est adoptée à la fois parce qu'elle est compatible physiologiquement avec l'utilisateur, c'est très important, d'où le fait qu'aujourd'hui on est un petit peu encore entre deux eaux, et elle est aussi adoptée en fonction de la quantité de contenu et de logiciels qui le supportent. Et on sait qu'un produit sans écosystème de contenu et d'application, ça ne marche pas, même s'il est très bien. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'échecs de l'histoire des technologies qui sont liés à ça, alors que la technologie était plutôt correcte, quoi. Je sais pas, vous prenez tous les systèmes d'exploitation concurrents de Windows et du Macintosh. Il y en a eu, hein. BeOS, Next, ils étaient très bien, mais il n'y avait pas d'écosystème. Ah, c'est bête, parce que souvent, quand on est numéro 3 ou numéro 4 dans un marché, c'est très difficile de survivre et d'avoir cet écosystème-là, parce que la bande passante des gens qui créent les solutions, elle est limitée. Et c'est pour ça qu'il n'y a que Android et iPhone du côté des smartphones. C'est les deux numéros, les deux premiers qui remportent la mise. Voilà. Alors, par contre, il y a eu des progrès, alors pas liés directement au Covid, mais il y a eu beaucoup de progrès dans la manière de relier la réalité virtuelle au monde physique. Parce qu'il n'y a pas que la vision, on a d'autres sens. Et donc, il y a plein de sociétés qui essayent de créer des systèmes, alors qui ont des usages dans le domaine militaire, hein, pour l'entraînement, pour la formation, pour tout un tas de sujets, pour la rééducation aussi, pour les blessés. Eh bien, il y a tout un tas de solutions qui permettent de reproduire la chaleur, le mouvement, la pression sur la peau. J'ai même vu une solution au CES de Las Vegas cette année qui proposait de reproduire la sensation de coupure. Bizarre, hein. Ouais. Voilà. Vous avez carrément un Tesla Suite qui dépend pas d'Elon Musk et qui est une société anglaise qui a créé une combinaison complète qui a 80 capteurs et actuateurs pour reproduire et à la fois capter les sens et reproduire des sens vis-à-vis d'une personne qui est immergée dans un monde virtuel. Donc ça permet d'aller relativement loin, quoi. Alors si vous voulez encore plus loin, vous avez aussi Samsung qui a inventé une solution dans son laboratoire de recherche en Californie qui permet de créer des avatars en 3D humains mais photoréalistes de grande dimension. Et vous avez des vidéos qui circulent sur Internet, ça s'appelle Neon Life, et c'est assez surprenant. Vous avez des gens qui parlent, mais ils ressemblent à des vrais gens. D'ailleurs, c'est des gens qui ont été scannés en 3D et qui, après, on est capable d'animer avec des solutions à base d'intelligence artificielle. C'est des avatars physiques, donc. Non, ils sont... C'est holographique. C'est des images en 2D. C'est des images. Là, ce que vous avez là, c'est une photo que j'ai prise. Vous avez face à vous des écrans qui doivent faire 85 pouces de diagonale ou plus, quoi. C'est des écrans de très grande taille. Et vous avez les personnes qui sont face à vous, en taille réelle, et ils bougent de manière très réaliste, et ils parlent de manière réaliste, sauf que c'est de la synthèse. Alors, ce que l'histoire dit pas, c'est que c'est compliqué à mettre en place et que c'est pas presse-bouton, quoi. Mais c'est quand même intéressant. Et les technologies dites holographiques, hein, il y a certains par exemple, qui développent des cabines d'holoportation. Alors les hologrammes, c'est pas nouveau. Maintenant, on commence à faire des hologrammes un peu sans substrat. Ça n'existe pas, les hologrammes. Ça n'existe pas. Non, mais si ça existe au sens, les lasers ont permis de faire des hologrammes il y a plus de 40 ans. Enfin non, oui, c'est ça, un peu plus de 40 ans. En général en noir et blanc, avec des contraintes, c'est très compliqué à mettre en place. Par contre, l'hologramme 3D en couleur, ça n'existe pas. Enfin, dans le commerce, en tout cas. Alors, on verra vous avez des miroirs sans teint qui permettent d'afficher une image 2D qui donne l'impression que c'est de la 3D, comme Mélenchon il y a 3 ans pendant la présidentielle, mais ce ne sont pas techniquement des hologrammes. Enfin, ils commencent aujourd'hui à être très utilisés dans le milieu événementiel notamment. C'est vrai. On a des applications de marketing. Oui, tout à fait. Et la question, c'est est-ce que demain, ça arrivera sur justement des applications de type visioconférence, enfin voilà, pour essayer de recréer. Si vous voulez mon avis, je dis non, mais bon, pourquoi pas. C'est compliqué à mettre en place. C'est souvent soit c'est des écrans transparents, soit c'est des écrans avec Il faut un substrat à 45 degrés. Ça prend de la place, ça prend du volume. Non, c'est plutôt ou des écrans haute résolution pour de la visioconférence ou des casques de réalité virtuelle qui ont, à mon avis, des chances de se déployer. Ce truc-là, c'est un peu mi-figue, mi-raisin. Puis en plus, pour faire ce qu'on appelle de la vision autostéroscopique, c'est-à-dire de la vision en 3D humaine, c'est très compliqué d'envoyer aux deux yeux une image différente, quel que soit l'angle de vue. Il y a des technologies qui existent pour faire ça, mais il n'y en a aucune qui est réellement satisfaisante d'un point de vue physiologique
pour l'utilisateur. Donc je tendance à être prudent. Justement, on verra tout à l'heure un exemple, une petite vidéo d'une société qui fait ça. Je vous demanderai peut-être de réagir à ce qu'on verra justement. Alors si vous voulez aller un peu plus loin, et là je fais la grande prospective, vous prenez Neuralink. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette société qui a été créée par Elon Musk il y a bien 3-4 ans à peu près. Et alors lui, carrément, il dit, moi je vais connecter l'ordinateur au cerveau, je mets des électrodes dans le cerveau et hop, voilà. Alors au début, j'ai pris un peu pour un dingue, parce que surtout, enfin, il est un peu dingue quand même, mais il faut savoir qu'il a fait ça, il a lancé cette boîte dans l'idée que ce serait un moyen d'éviter que l'IA soit supérieure au cerveau humain. Donc il dit, pour éviter ça, je vais connecter le cerveau humain à l'IA, comme ça, le cerveau humain va exploiter ce qui vient de l'IA. Je dis oui, mais alors, et les hacks, si vous hackez dans l'autre sens, c'est le cerveau qui se fait hacker. Et là, alors on ne voit peut-être pas très bien dans l'image, mais vous expliquez ce qu'il y a dans cette image. L'idée, c'était de créer des nano-électrodes et de connecter des électrodes à différentes cellules du cerveau. Et il y a 2 grandes parties dans le cerveau qu'il faut connaître. Il y a ce qu'on appelle le cortex ou le néocortex, c'est la partie extérieure à notre cerveau. Alors à l'arrière, vous avez le cortex visuel, sur le côté, le cortex moteur et la partie du langage, et devant, c'est en gros la mémoire et le raisonnement, pour faire simple. Et au départ, il disait, on va mettre des électrodes là pour vous permettre, par exemple, de piloter un clavier par la pensée, ce qui est tout à fait possible scientifiquement. Sauf que ce que vous avez dans le dessin là, c'est une espèce d'aiguille qui va vous mettre des électrodes au milieu du cerveau. Et ça, c'est ce qu'on appelle le cerveau limbique. C'est la partie du cerveau qui contrôle les émotions. C'est pas du tout le raisonnement, c'est les émotions. C'est là où sont générées les hormones, l'hormone précurseur de l'adrénaline, les hormones du plaisir, tout ça, c'est généré à cet endroit-là. Et là, l'application, c'est pas de vous rendre plus intelligent, c'est de contrôler vos émotions. Alors, on va pouvoir dire, dans le domaine militaire, oui, ça pourrait permettre de traiter ce qu'on appelle le PTSD, donc le syndrome traumatique. Si vous générez une impulsion électrique dans le cerveau, à l'endroit où les hormones du plaisir sont générées, vous allez pouvoir peut-être générer, modifier l'état, les humeurs d'une personne qui a subi un traumatisme. Mais ça pose d'énormes questions éthiques et des questions de contrôle. Donc voilà, et il faut savoir qu'il y a des gens qui font ça. Et aujourd'hui, les interfaces neuronales directes, donc c'est-à-dire la possibilité, dans les 2 sens d'ailleurs, d'émettre directement des signaux qui sont ensuite utilisés et transférés à un ordinateur, ou l'inverse, c'est-à-dire la capacité d'un ordinateur à émettre directement des informations dans le cerveau, c'est des choses qui existent. J'ai vu qu'il y avait déjà des casques qui existaient. Il y a des choses. Alors ça fait au moins 10 ans que vous avez sur le marché des casques qui captent les ondes cérébrales. Alors très souvent, ils captent dans les zones motrices des zones d'activation du cerveau pour savoir si vous voulez bouger, etc. On arrive à transmettre un bit, en fait, un 0 ou un 1. Maintenant, on arrive à transmettre un peu plus d'informations parce qu'on a une meilleure connaissance des zones d'activation du cerveau, notamment dans le néocortex, plus que dans le cerveau limbique. Et on est capable de dire, voilà, vous voulez bouger, vous pensez à une lettre. Ça, on commence à être capable de le faire. On est capable aussi de reconstituer la vision en reconnectant le cerveau à des neurones artificiels ou à des caméras artificielles, des caméras pour apporter la vision à des personnes qui sont aveugles. Oui, il y a des choses qui sont parfois effrayantes, parfois, très souvent, qui ont tendance à être conçues pour réparer ce qu'on appelle l'homme diminué. Ça répare l'homme qui est handicapé pour une raison ou pour une autre. Puis il y en a d'autres qui imaginent augmenter l'homme. Mais la réalité aujourd'hui, c'est 98% des applications que je vois sont de la réparation, mais pas de l'augmentation. D'un point de vue éthique, heureusement d'ailleurs. Voilà, ce que j'allais vous dire, d'un point de vue éthique, c'est peut-être mieux, effectivement. Oui. Puis il ne faut pas non plus attendre la Lune. Quand on dit on connecte l'homme à l'IA, on connecte à quoi, On est déjà connecté à l'IA. Vous prenez Wikipédia, vous avez accès à tout le savoir humain. Après, il faut l'interpréter. Et là, il y a du raisonnement. Et aujourd'hui, on ne sait pas le faire, ça. On ne sait pas connecter le cerveau à des outils qui résonnent. On saurait connecter le cerveau à des outils permettant de saisir des lettres pour redonner la capacité à maîtriser un clavier à une personne handicapée. Ça relève de l'univers du possible. Par contre, absorber, prenons la physique quantique, absorber tout le corpus intellectuel de la physique quantique et alimenter le cerveau et dire j'ai compris, alors ça, il y a encore du boulot, Et vous parliez justement de ce qui est possible, ce qui n'est pas possible, où il ne faut pas demander la Lune. Oui. Est-ce qu'on a une trop grosse croyance de manière générale dans les sciences et la technologie ? Il y a des domaines où oui, c'est le cas. Il y a des domaines où on a tendance à confondre la science-fiction et la science. Et comme on est quand même largement nourri par les mythes de la science-fiction, que ce soit du Terminator, du Inception, tout un tas de films, notamment dans le cinéma, parce que les gens lisent moins et ils voient plutôt de cinéma. On est vraiment inspiré par ça et on imagine que c'est possible. Et on imagine que c'est possible, d'autant plus que dans certains cas,
des choses deviennent possibles. C'est-à-dire que si vous prenez Star Trek, créé dans 65 quand même, il y a longtemps, eh bien, il y a des éléments technologiques de Star Trek qui sont devenus des réalités. Pas tous, mais le communicateur, vous savez, le truc, le téléphone à clapet de Star Trek qui permettait de communiquer à distance avec quelqu'un ou de faire de la traduction simultanée, ça existe aujourd'hui. Et donc après, on imagine le tricorder qui guérit instantanément, qui lui n'existe pas encore. Donc vous voyez, il faut faire la part des choses entre ce qui est réaliste et ce qui ne l'est pas. En effet, de faisabilité, enfin de temps, parce que certains disent que, en effet, enfin quand on regarde Jules Verne et d'autres, tout ce qui a été imaginé à un moment par l'homme, souvent est réalisé. Alors c'est vrai, il y a des échelles de temps très variables. Mais est-ce que de votre point de vue, malgré tout, alors c'est vrai que pour parler de Star Trek, la téléportation, je pense qu'il va falloir un certain temps pour que ça se fasse. C'est compliqué. C'est compliqué. Mais bon, voilà. La téléportation, je me suis amusé à faire le calcul du nombre d'octets à transférer. Et donc de la taille de la fibre optique qui serait nécessaire pour transférer un homme d'un endroit à un autre. À supposer qu'on transporte la position de tous les atomes dans leur état quantique, etc., d'un endroit à l'autre. Alors, le calcul de la taille de la fibre, je crois que ça faisait une fibre qui faisait 400 km de carré de surface, en fait, c'était un peu gros. Puis après, il y a le temps pour scanner, le temps pour réimprimer. Non, c'est un peu compliqué quand même. Là, il y a quand même un grand paradoxe. Ça va être réaliste. Un grand paradoxe dans cette crise, c'est qu'on est quand même un peu rattrapé par le réel, avec un virus finalement très simple, qu'on ne sait pas encore maîtriser, gérer. Que par ailleurs, ça a aussi montré qu'un certain nombre de fonctions finalement sont très stratégiques. On a les livreurs, les caissiers, un certain nombre de professions qui ont été vraiment au cœur de la continuité d'activité. Donc il y a quand même un peu un retour au réel, j'ai l'impression. Oui, il faut savoir, il faut avoir une culture scientifique pour aussi estimer ce qui relève du possible ou de l'impossible, faire la part des choses. Alors, il y avait un autre sujet qu'on voulait évoquer aussi, c'était le fait que le monde physique nous a rattrapés. Ça, on l'a vu. Maintenant, on veut des masques, on veut des gels. Et qu'il y a des flux physiques. C'est pas numérique, ça. C'est des flux physiques, c'est la supply chain. Remplacer. On est revenu à du génie, quoi. C'est la logistique que les armées connaissent bien. Et ça, c'est le retour du réel. Alors, il y a un autre point qui me semble important, je vais aller vite. C'est un sujet qui est quand même devenu très important pendant cette crise, c'était cette dominance des Américains qui contrôlent notre vie numérique. Et je voudrais rappeler un point quand même, c'est que cette dominance, elle est ancienne en fait. On imagine qu'elle est récente parce qu'on parle des GAFA, mais les GAFA, c'est un épiphénomène récent d'un phénomène qui a démarré au moins dans les années 60. IBM dominait les mainframes à l'époque. À l'époque, il n'y avait pas de micro-ordinateur. On a vu l'apparition du micro-ordinateur, c'était le duopole Intel-Microsoft. On a vu dans le monde des stations de travail, il y a quand même un triptyque avec, en gros, Sun, Oracle qui dominait ce marché-là, et qui étaient quand même des acteurs importants. Alors, peut-être pas aussi gros que l'ont été les autres, mais importants. Cisco a été dominant sur les réseaux très longtemps, et il l'est encore. Qu'est-ce que je pourrais donner comme autre exemple récent? Vous avez Netflix sur la vidéo, Airbnb, Uber, chacun est dominant dans son domaine, donc c'est pas nouveau. Et il y a une raison à ça, c'est que la dominance américaine, elle est liée à des phénomènes macroéconomiques qui dépassent le numérique. Là, vous avez 3 exemples qui sont non numériques. Vous avez 3/4 des cabinets d'avocats dans le monde, les plus gros, qui sont américains. Avocat, c'est pas numérique, c'est un métier de service. 3/4 sont américains. Vous prenez en haut, c'est Wall Street. Wall Street et le Nasdaq, c'est aussi l'essentiel de la bourse mondiale. Vous prenez en bas un cas qui est périphérique au numérique, c'est le monde du séquençage de l'ADN. Donc c'est le monde de la biologie. Eh bien, il y a une seule société qui s'appelle Illumina qui contrôle près des 3/4 du marché. C'est bizarre quand même. Hein. Comme quoi, le phénomène de la dominance américaine n'est pas que lié au numérique. Donc il faut le comprendre en prenant du recul. Et ce phénomène, il est lié... Alors, il y a quelques exceptions rares. Il y en a dans les télécoms. Il faut savoir que les États-Unis n'ont plus d'équipementiers télécoms. Marrant. Ils sont ou européens ou asiatiques. La mémoire, bon, c'est un sous-ensemble des technologies, c'est coréen. Les Coréens dominent le marché mondial de la mémoire, avec 2 acteurs. Et puis la conception assistée par ordinateur, nous avons la chance d'avoir le leader mondial en France, Dassault Systèmes. Donc, comme quoi il est possible d'avoir des leaders mondiaux hors des États-Unis. Mais la question, c'est pourquoi ils sont tous américains globalement, quoi. Et la raison, elle est simple, c'est qu'il y a tout un tas de facteurs historiques, culturels, financiers, géographiques, politiques qui créent cette dominance. Et le principal, je ne vais pas détailler tout parce qu'il y en a beaucoup, mais le principal, et c'est pas l'armée, hein, on dit souvent c'est l'armée qui a financé l'innovation aux États-Unis, c'est complètement faux. Enfin, c'est faux sur pas mal de dimensions. C'est vrai dans certaines dimensions de certaines technologies. C'est vrai sur le spatial en ce moment, par exemple. C'est vrai sur c'est très net. Oui, mais c'est indirect. Elon Musk crée sa boîte et elle est financée par la NASA qui est son premier client. Mais au départ, il y a l'innovation
qui intéresse un client, qui la NASA est en civil d'ailleurs, plutôt. C'est l'exploration Ça reste des spatiale fonds civile. publics. Ça reste de l'argent public. Mais ce qui se passe, c'est que si vous voulez, si vous prenez les GAFA par exemple, qui sont dominants aujourd'hui, il faudrait être très très fort pour expliquer le succès des GAFA par la commande militaire américaine. On en trouvé. La DARPA a financé $200 000 du projet de thèse de Larry Page et Sergey Brin. OK, mais c'est comme l'ANR chez nous, quoi. Donc c'est $200 000. C'est pas les premiers business angels ou les premiers fonds d'investissement qui ont mis des dizaines de millions de dollars ou la bourse après. Facebook, c'est pas du tout la dépense fédérale américaine. Même Microsoft, où j'ai travaillé, Microsoft a été très peu financé au début. Après, ils ont eu des clients dans le domaine militaire, mais au début, ils n'ont pas été financés par ni la DARPA, ni la défense américaine. Donc, c'est un mythe, ça. C'est vrai sur certaines technologies. D'accord, dans l'aérospatial, OK. Mais dans le monde du numérique civil, c'est beaucoup moins important qu'il n'y paraît. Par contre, vous avez des phénomènes purement macroéconomiques. Il faut savoir que toutes les plateformes qu'on a vues juste avant, elles étaient devenues des leaders parce qu'il y avait des écosystèmes de développeurs d'applications, de constructeurs de matériel complémentaire ou des gens qui créent du service. Et le marché américain, depuis 40 ans, c'est le premier marché mondial du numérique. Il faut savoir que le marché mondial du numérique dans l'entreprise, c'est plus de 30% le marché américain. L'Europe, c'est de l'ordre de 22 à 24%. Je n'ai pas les chiffres les plus récents, mais c'est ce que j'avais en tête. Et la Chine, c'est de l'ordre de 13%. Donc quand vous consolidez un gros tiers du marché mondial du numérique dans l'entreprise, mécaniquement, vous attirez les développeurs, l'écosystème, et vous êtes meilleur que des marchés fragmentés comme le marché européen. Il faut savoir que la population américaine dépasse la population des 3 gros pays européens, Allemagne, France, Angleterre, depuis la sortie de la guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale. C'est la démographie, ça. Donc on n'y coupe pas, quoi. Alors en plus, le numérique, il a une tendance à amplifier ça. C'est-à-dire que le numérique, il amplifie ça parce qu'il favorise les économies d'échelle, il favorise le côté multi-pays. Le pays qui a le plus d'argent et la plus grosse population et le plus gros marché intérieur est mieux placé pour aller conquérir le reste du monde. Alors la question, est-ce que la Chine peut prendre cette position ou pas? Pour l'instant, ce n'est pas encore trop le cas. Mais... Et puis, effectivement, le marché a tendance à se consolider sur 2 ou 3 leaders maximum. Donc ça ne laisse pas beaucoup de place pour les autres. Alors la question qui se pose, c'est comment on peut réussir dans ce contexte-là. Il ne faut pas être fataliste. Moi, j'ai tendance à dire qu'on peut créer des leaders mondiaux venant de l'Europe ou venant de la France, mais il faut s'y prendre assez tôt. Il faut investir au bon moment. Il faut comprendre ces mécanismes de taille de marché. Donc ça veut dire qu'il faut exporter très très vite. Il ne faut pas se contenter de son marché intérieur ou de la commande publique à laquelle tout le monde rêve en fait en France. Le Small Business Act, je pense que ce serait par exemple un très mauvais service à rendre aux entrepreneurs français. Parce que ça leur ferait croire que le marché français, qui représente 2% du marché mondial, serait suffisant pour conquérir les marchés mondiaux. C'est complètement faux. Donc il faut au contraire pousser les gens à exporter le plus vite possible pour devenir des acteurs mondiaux, comme Dassault Systèmes l'a fait en vendant un Boeing en 83. Et quelles sont les technologies sur lesquelles il faut aller? Parce que l'idée, c'est pas non plus de courir derrière des trains qu'on a peut-être déjà ratés. Sur le quantique, je considère que le quantique, l'ensemble des technologies quantiques font partie de ces technologies qui peuvent redonner leur chance à l'Europe et à la France de reprendre le dessus. Alors, c'est pas garanti. L'histoire peut se répéter avec le quantique. C'est-à-dire qu'on peut se retrouver dans la même situation qu'aujourd'hui avec un IBM, un Google qui domine ce marché et l'Europe et la France qui sont derrière, quoi. Il se trouve que le quantique, qui contient plein de technologies et plein de choses merveilleuses, qui s'appuie sur de la physique, a une caractéristique aujourd'hui qu'on n'a pas dans les autres technologies, c'est qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Alors, ce n'est pas un jeu de mots sur Heisenberg, mais il y a beaucoup d'incertitudes dans le quantique au sens où on ne sait pas ce qui va marcher réellement. Il y a beaucoup de technologies concurrentes les unes avec les autres. Il y a énormément de laboratoires de recherche qui travaillent dans le domaine. Il y a des entreprises privées qui sont investies dessus. Mais on ne peut pas dire qui va gagner, parce qu'il y a de l'incertitude. Eh bien, c'est quand il y a de l'incertitude qu'il faut se battre. C'est quand il n'y en a plus que c'est terminé, en fait, en gros. Par exemple, essayer de créer un moteur de recherche français, il y en a qui ont essayé, c'est difficile. Alors que créer un ordinateur quantique ou créer des systèmes de communication quantique qui marchent très bien, aujourd'hui, c'est possible de le faire. Parce que, justement, personne ne sait le faire. Alors, vous avez un exemple avec IBM, tout le monde parle. IBM, ils ont créé un ordinateur quantique, mais enfin, il n'est pas très puissant. Donc, ça, c'est ce qu'ils montraient à Las Vegas. Mais c'est un ordinateur quantique qui est l'équivalent d'un ordinateur de 1945, si vous voulez, dans le numérique habituel. Donc, il y a encore de l'espoir pour créer autre chose autour. Là, c'est une cartographie que j'ai faite avec patience, que je mets à jour régulièrement. C'est une cartographie de toutes les boîtes privées, de tous les laboratoires, et encore pas tous, qui, dans le monde, travaillent sur les 7 à 8 différentes filières de calcul quantique. Tout ça pour dire qu'il y a du monde. Mais il y a du monde parce qu'il y a de l'incertitude. Si on était dans un modèle où l'incertitude est levée, il n'y aurait plus que 3 acteurs.
Donc on est encore dans cette phase de l'histoire où il y a je vous ai mis le CEA et le CNRS. Pourquoi ? Parce qu'il se trouve que nos labos en France travaillent beaucoup dans ces domaines-là. Vous parliez d'écosystèmes, justement, qui étaient clés pour soutenir. Donc là, on est bien dans ce que vous disiez. Et on est en amont encore. En amont, est-ce qu'on a parce que vous parlez des centres de recherche, mais est-ce qu'on a aussi un écosystème industriel ou on commence. En cours de devenir, en tout cas on commence. Alors, on a. Vous avez des questions de sécurité, hein, évidemment, avec le quantique. Hein. On sait que le code quantique peut casser les codes en théorie dans quelques années. Donc, il faut se protéger. Donc, il y a tout un tas de technologies qui vont permettre de le faire. Ce qu'on appelle les clés quantiques. On a des générateurs de clés aléatoires qui sont très importantes. On a la cryptographie post-quantique, qui sont les systèmes de cryptographie qui résistent au calcul quantique, mais qui utilisent des ordinateurs classiques. Et puis les télécommunications quantiques qui vont permettre de faire plein de choses pour relier les outils quantiques les uns avec les autres. Ça, en effet, vous faites bien l'évoquer. C'est un point pour nous qui est très essentiel. Et aujourd'hui, au sein du ministère des Armées, on a la Direction générale de l'armement qui travaille dessus Tout à fait. Un certain nombre de programmes amont avec certaines entreprises, parce que c'est essentiel, en effet. Et je suis heureux de vous l'entendre dire que tout n'est pas gagné pour certains et perdu pour d'autres. Exactement. Et je pense, en effet, c'est la French Touch, on va dire, peut-être, qui va s'en sortir, mais avec l'Europe certainement, et qui va permettre de compenser cette culture du risque peut-être que l'on n'a pas et que d'autres ont, quoi. Donc, ouais, alors c'est quand même une course contre la montre, même si elle est sur du long terme. On ne le voit pas très bien, mais là, ce sont tous les réseaux qui ont été lancés ou déjà lancés pour de la cryptographie quantique en Europe. Alors, ça s'affiche moyennement bien selon les écrans, mais normalement, nos auditeurs le voient bien. Il y a beaucoup de projets qui ont été lancés, dont des projets en France. Et quand on prend les startups, eh bien, la France est plutôt bien positionnée dans les technologies quantiques, en tout cas en nombre de sociétés. On a déjà 22 PME et startups en France, et on est 4e dans le monde. Et qui on a devant nous ? Les Five Eyes, en gros, quoi. On a les Canadiens, Anglais et USA. Qui ont été aussi très volontaristes, notamment les Anglais. Et si on regarde les plans quantiques nationaux qui ont été lancés dans le monde entier, là, on est en retard, c'est clair. On est en retard. La France va annoncer son plan, si tout va bien, entre la semaine prochaine et septembre, en gros. Il est prêt, il est quasiment prêt. Le gouvernement travaille dessus depuis pas mal de temps. Mais enfin, tous les autres pays modernes ont lancé déjà des plans. Il y en a certains qui ont déjà lancé leur plan V2. Alors, heureusement, on a et des chercheurs qui sont très bons, qui bossent depuis des années et des décennies. On a des entreprises qui ont été créées, certes sans l'aide de l'État, mais qui ont quand même avancé. Et si l'État se mobilise sur ce sujet, ça créera un boost important. Alors, vous posiez la question des entreprises. Il y en a une qui est quand même assez intéressante, c'est Atos. Il faut savoir qu'Atos, et notamment sous l'impulsion de Thierry Breton, à l'époque où il en était le dirigeant, a été une des rares grandes entreprises françaises qui a créé une impulsion. Thierry Breton, il a lancé l'initiative quantique d'Atos en 2016. Donc vous voyez, en termes de timing, c'est pas mauvais, là. Et en 2016, il a commencé à faire le siège des bureaux des ministres concernés, voire du président, des présidents, parce qu'il y en a eu 2, pour mobiliser l'État. Et ça a contribué avec d'autres initiatives à mobiliser le pays sur le sujet. Donc parfois, l'innovation, ça peut être enclenché par un nombre très limité de personnes, en fait. Il peut y avoir 4-5 personnes qui bougent l'état des lieux dans un pays. Et l'Europe, aujourd'hui, vous la sentez très, très motrice? L'Europe, elle a lancé un projet qui s'appelle le Quantum Flagship, qui date de octobre 2018, basé sur une initiative de chercheurs qui avaient commencé à se mobiliser vers 2016, dont des chercheurs français. Ils ont décidé de mettre 1 milliard d'euros sur plusieurs années, je ne sais plus si c'était 5 à 10 ans, sur 5 ans. Et les Français ont récupéré une bonne part de ces financements. On a des Thales, des Atos, des startups françaises qui ont été impliquées là-dedans. Il y a une démarche. Les Allemands sont les plus agressifs. Les Allemands ont décidé de mettre 650 millions d'euros sur le sujet en septembre 2018 et ils viennent de rajouter 2 milliards pendant le Covid. Donc les Allemands, ils mettent la surmultipliée. Donc il faut absolument, si on veut, en France, être un acteur de poids en Europe, il faut, je ne dis pas faire exactement comme les Allemands, mais il faut avoir un investissement qui est proportionnel, quoi. Donc on ne peut pas jouer un rôle en Europe si on n'est pas un grand acteur européen. Donc sur ce sujet-là, il faudra qu'on investisse. Et c'est quoi l'horizon temporel pour un futur ordinateur quantique et une généralisation de ces technos? J'en sais rien. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est ce que montre ce schéma-là. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est un progrès qui va être continu. Dans l'esprit de pas mal de gens qui regardent de manière un peu distante le calcul quantique, ils imaginent qu'en 2035, il va y avoir la machine qui résout tous les problèmes. L'innovation n'a jamais marché comme ça. L'innovation, ça a toujours fonctionné de manière continue. C'est-à-dire que d'année en année, on fait des progrès. Là, on a vu Google, IBM et Honeywell annoncer des choses récemment. C'est tout petites choses. Et petit à petit, ça va se développer. Ce qui est certain, c'est que
la grande menace du calcul quantique est de casser les fameuses clés RSA, les fameux codes de sécurité, c'est la plus lointaine en fait. C'est-à-dire que casser les clés RSA, ça nécessite, avec la connaissance qu'on a aujourd'hui des choses, 23 millions de qubits. On en a 50 aujourd'hui qui marchent. Sauf qu'avant d'avoir 23 millions de qubits, on en aura 100, 200, 400, 1000, 2000. Et ces qubits en quantité intermédiaire, ils permettront de faire plein de choses. Dans la santé, dans l'environnement, dans le machine learning, dans la finance, dans le marketing, dans la logistique, avant de casser les clés RSA. Donc c'est d'abord pour des applications très verticales, avec des ordinateurs donc très spécialisés dans un domaine. Et l'enjeu, ça va être d'avoir quoi ? Ça va être d'avoir des éditeurs de logiciels, des concepteurs de solutions qui vont être capables de tirer parti de la puissance croissante de ces machines-là au fur et à mesure de leur arrivée. Et donc, il va y avoir un enjeu, je dirais, planétaire, et notamment en France et en Europe, de création d'un côté de l'infrastructure matérielle qui va apporter cette puissance de calcul, et de l'autre, des gens qui vont l'exploiter. Mais il ne faut pas, en gros, attendre que la machine marche pour y aller. Il faut, dès maintenant, avoir des ingénieurs formés sur la question. D'ailleurs, l'AID vient de lancer un challenge là-dessus avec l'ANR pour faire un appel à projet plutôt côté recherche, mais avec notamment le calcul quantique et les algorithmes. Et en même temps, il va falloir que les gens créent des solutions et les expérimentent. Alors, la chance qu'on a en France, c'est qu'on a quand même des grands acteurs économiques qui sont actifs. Vous avez Airbus, vous avez Total, vous avez EDF, qui sont parmi les 3 grands acteurs, et la BNP aussi, un petit peu dans le monde de la banque, donc des acteurs civils qui veulent investir dans le domaine. Donc, je voudrais être optimiste. Je sais qu'il y a plein de raisons que ça puisse ne pas marcher, mais il y a plein de raisons qui permettraient de faire marcher l'histoire dans le bon sens, qui permettraient à la France et à l'Europe de devenir des acteurs significatifs de cette nouvelle industrie. Alors, avant tout ça, il y a une chance à ne pas louper, quoi. Voilà, oui, parce que l'équation est quand même complexe. Vous l'évoquez, il faut une impulsion d'entreprise petite, importante. Il faut que l'État soit présent aussi. Il faut des ingénieurs, donc il faut développer tout un écosystème, parce que tout ça, c'est imbriqué de l'équipement, du logiciel. Mais la solution, en effet, existe. En fait, c'est une équation qui a des solutions. Et donc, c'est très intéressant. C'est quand il y a des chances de réussir qu'il faut essayer. Quand les jeux sont faits, comme c'est le cas de beaucoup de technologies numériques d'aujourd'hui, c'est plus difficile, et c'est difficile de renverser la vapeur. J'ai tendance à dire que l'innovation et la constitution des écosystèmes, c'est un processus irréversible sur les technologies existantes. Donc prenons un endroit où on est au début, plutôt qu'un endroit où le processus est devenu irréversible. Renverser la vapeur sur un Microsoft, un Google... Facebook peut-être, parce qu'ils ont un côté émotionnel très fort. Mais les grosses technologies du marché aujourd'hui, c'est difficile de les balayer. Intel, même s'ils sont fragiles sur certaines dimensions. Voilà, il faut essayer de le faire là où les jeux ne sont pas faits. Et pour tout ça, il faut aussi des tuyaux. Il y a aussi le sujet de la 5G là, qui arrive bien sûr, très rapidement et qui est quand même le préalable à beaucoup de choses. Ce serait bien qu'on ne se tire pas une balle dans le pied quand même au passage, quand même, parce que là, si tout le monde devient effrayé de la 5G... pour des considérations pas toujours très scientifiques. Ça, c'est le sujet de l'acceptabilité du progrès technologique dont on parlera demain, parce que on voit bien que la limite n'est pas uniquement technique ou technologique, elle est aussi et d'abord sociétale. Ce qui, quelque part, est rassurant, puisque ça permet aussi de... Moi, je pense qu'un des grands enjeux des années qui viennent, c'est de reconnecter la société à la science. Il faut vraiment qu'on... Il y a beaucoup d'efforts. C'est compliqué, parce que à quoi on est confronté aujourd'hui ? On est confronté à des technologies de plus en plus complexes. Imaginez vulgariser le quantique, c'est quand même pas trivial, quoi. Mais j'essaye, je sais ce que je fais, mais tous les jours, mais c'est pas évident quand même. Et il n'y a pas que le quantique. Il y a la blockchain, il y a la 5G. Qui connaît la nature même des ondes électromagnétiques ? On apprend ça à l'école, mais bon, c'est quand même un peu abstrait, quoi. Donc, il y a la santé, c'est compliqué, la santé. Le génie génétique, les OGM, les gens ne comprennent pas ça. Donc, il y a un nombre de domaines scientifiques où il faut reconnecter le citoyen à la science. Et le problème, c'est qu'on est dans un environnement médiatique qui favorise l'extrémisme, qui favorise le scientisme, qui est le contraire de la vraie approche scientifique, qui favorise des débats à l'emporte-pièce. On a vu l'histoire de la chloroquine. On a vécu cette difficulté à parler posément de sujets complexes. On a aussi vu un autre phénomène qui, moi, me préoccupe beaucoup, c'est que nous n'avons pas assez de scientifiques français de renom qui prennent la parole dans les médias. Il n'y a pas assez de paroles nobles, si vous voulez. Il y a des philosophes qui essayent, mais en science, il n'y en a pas assez. On n'a pas assez de scientifiques qui s'exposent. Ils ont peur de s'exposer. C'est pas évident de s'exposer. Le monde médiatique est assez impitoyable.
c'est difficile, et donc on a besoin d'avoir plus d'exposition de gens sérieux, en gros. Merci Olivier, je propose que ce soit le mot de la fin, oui. en tout cas pour la première partie de cette table ronde. Merci beaucoup pour cet exposé technologique très, très riche. Je pense que le quantique d'ailleurs devra faire l'objet à un moment ou à un autre d'un débat à part entière, parce que c'est un sujet évidemment essentiel. Merci mon général pour votre présence ce matin, et je vais demander à nos intervenants pour la suite de la séquence de venir nous rejoindre sur le plateau. Alors, nous avons 2 intervenants sur le plateau. Lionel Albert. Bonjour, bienvenue. Donc, Lionel, vous êtes directeur IMIA chez Oracle en charge des activités supply chain et manufacturing. C'est ça. Je vais également demander à Alexandre Pedmont de nous rejoindre sur le plateau. Alors, vous avez fondé Vistory. Vistory, qui est une digital factory qui travaille sur de nombreuses technologies comme les registres distribués, l'impression 3D, la réalité augmentée. Donc, vous allez pouvoir nous donner des exemples précis de ce qu'on vient d'évoquer avec Olivier. Et nous avons également à distance Kaveh Salamatian. Kaveh, est-ce que vous nous entendez? Oui, je vous entends très bien. Voilà, le miracle de... Alors, on va bientôt vous voir, normalement, c'est prévu. Donc, Kaveh, vous êtes professeur d'informatique à l'Université de Savoie, et vous êtes notamment un spécialiste de la métrologie des réseaux. Vous avez beaucoup travaillé aussi sur les sujets de DNS, et on a déjà fait des travaux avec vous pour le compte du commandement de la cyberdéfense et du ministère des Armées. Alors, peut-être une première question avec vous, Kaveh, pour commencer. Donc, on vient de voir avec Olivier que toutes ces évolutions avaient des impacts qui dépassaient de loin la technologie. Alors, vous parlez-vous, je crois, de changement de paradigme pour évoquer ce passage vers une ère post-digitale. Par quoi se caractérise ce changement ? Alors, pour comprendre le post-digital ou le post-numérique, il faut déjà commencer par regarder quelles sont les racines fondamentales de ce numérique et se poser la question de dans quelle tendance historique on se positionne et où est-ce qu'on va aller. Je fais depuis maintenant quelques années un cours de sociologie du numérique. En étant informaticien, c'est pas facile de parler de sociologie, mais dans ce cours, je commence par définir qu'est-ce que c'est que la révolution numérique. Et la définition que j'en donne, c'est d'observer que l'humanité est depuis très longtemps sur une balance, une fracture en quelque sorte entre sa relation avec le monde réel et sa capacité de coopération. Et plus on veut améliorer la capacité de coopération de l'humanité, plus on est amené à développer des concepts et développer des méthodes qui permettent de réduire le contact direct avec le monde réel. L'exemple parfait, c'est l'invention du langage ou l'émergence du langage chez les humains, qui a permis en quelque sorte, qui a été un formidable boost pour la capacité de coopération des humains, mais en même temps qui a abouti à un certain nombre de pertes, puisque aujourd'hui, quand je vous parle d'une pomme, vous savez tous de quoi je parle, mais chacun d'entre nous va avoir dans sa tête sa propre pomme. Un d'entre nous va avoir une pomme rouge, un autre une pomme verte, et puis un troisième, c'est la marque d'un ordinateur bien connu. Donc l'émergence du langage joue dans ce trade-off entre capacité de coopération et relation directe avec le monde réel. Et plus on est avancé dans l'histoire de l'humanité, plus on a développé des moyens d'avoir une coopération plus large et plus rapide et plus efficace. Mais cette coopération plus large, plus rapide et plus efficace vient toujours au détriment d'une perte de connexion directe avec le monde réel. Donc le numérique qu'on voit aujourd'hui est par excellence l'étape suivante. Et donc tout ce qu'on va voir, tous les exemples que nous avons donnés dans l'heure qui vient de passer sur le post-numérique vont dans le sens d'augmenter cette divergence qui est entre la nécessité d'avoir un contact avec le monde réel et la capacité de coopération et la capacité d'interaction.
Alors, la différence fondamentale qu'on a aujourd'hui de façon de plus en plus importante, c'est que nous sommes aussi dans l'anthropocène, c'est-à-dire dans la période du temps où l'humain peut aussi agir sur son environnement. Et l'un des éléments importants de la révolution numérique qu'on a aujourd'hui, c'est que non seulement le monde numérique permet d'augmenter la coopération et en quelque sorte de réduire l'interaction ou les contraintes du monde réel. Vous parliez très bien précédemment des aspects de distance. Mais la numérisation aujourd'hui et la capacité humaine est qu'elle peut aussi changer son environnement et le monde physique de façon à ce qu'il s'adapte au monde numérique et à l'environnement numérique auquel nous sommes de plus en plus attachés. Donc, en quelque sorte, sur les évolutions futures que nous allons voir de façon de plus en plus importante, ça va être d'une part une augmentation de cette divergence-là, mais la capacité que nous avons aussi de faire en sorte que le monde réel en fait, soit de plus en plus adapté au monde numérique dans lequel nous vivons. Et le phénomène de mondialisation ou toute une série d'autres phénomènes viennent de là. Et ça montre aussi une connexion un peu profonde entre les problématiques de changement climatique, de changements sociétaux et les problématiques du numérique. Et tous les exemples que nous avons donnés vont exactement dans ce sens. Par exemple, quand on parle de réalité augmentée, on va aller de plus en plus vers des interactions, vers de développement de mécanismes d'interaction, par exemple dans le cadre de la production augmentée ou de l'industrie 4.0, où on va construire des machines qui peuvent être contrôlées par le biais du numérique. Donc, on ne va plus essayer de construire des systèmes numériques qui vont contrôler les machines existantes, mais on va développer des machines qui sont adaptées à l'intégration numérique. Et ça signifie aussi des changements paradigmatiques et des changements profonds dans toute une série de problématiques. Donc voilà, en premier élément. Et alors justement, un des défis qui a été largement expérimenté pendant la crise, là, c'est justement cette nécessité d'abolir la distance physique, de recréer les conditions d'une réalité qui serait hybride, ni complètement virtuelle, ni complètement physique. Alors pour ça, on a eu beaucoup recours à des technologies, des solutions de réalité augmentée. Comment cette réalité augmentée peut accroître la performance des utilisateurs, à la fois sur le plan tactique et stratégique, si je puis dire? Alors, bien sûr, la capacité qu'apportent ces technologies de vidéoconférence ou de travail à distance est énorme en termes de coopération et en termes d'interaction. C'est-à-dire, je noterai d'ailleurs de façon assez intéressante que jusqu'à il y a 6 mois de ça, si vous étiez dans une entreprise et vous parliez de télétravail, vous aviez la RH de l'entreprise qui vous répondait qu'on ne va pas vous laisser rentrer chez vous et ne pas travailler parce que ça vous plaît de ne pas venir au travail. Et aujourd'hui, en l'espace de quelques mois, le télétravail est tellement ancré dans l'activité que toute une série de grandes entreprises qui jusqu'à une période récente étaient réticentes par rapport au télétravail, aujourd'hui commencent à dire « mais c'est une idée géniale et on voudrait qu'on le diffuse, je dirais, à tous nos employés et en dehors de la période du Covid ». Donc, il est clair que les nouveaux outils que nous avons d'interaction améliorent fortement la capacité d'activité, et je ne serais pas du tout étonné si on fait une mesure de la productivité des personnes sur la période du Covid, qu'on ait même une augmentation de productivité, qu'on observe une augmentation de productivité sur tous les travaux qui ont pu être menés en télétravail. Par contre, on perd quelque chose aussi qui est de l'ordre de la relation humaine et de tous les problèmes psychologiques auxquels on est de plus en plus confronté. Pour vous donner mon expérience d'enseignant, tous les enseignants sont devenus plus ou moins schizophrènes parce qu'on a passé 2 mois à parler dans le vide devant un écran avec des écrans noirs d'étudiants devant nous. C'est-à-dire, on a commencé à trouver normal de se parler à soi-même assis dans sa chambre et ça va générer bien sûr des problèmes psychologiques. Donc, il y a clairement une valeur ajoutée à tous ces éléments-là. Mais cette valeur ajoutée, elle est contrecarrée par une perte
relative à cette caractéristique humaine qui est que même si l'humain est un animal intelligent, les contraintes de la biologie humaine et de la sociabilité humaine restent là, et on ne transformera pas l'humain d'aujourd'hui en un appareil totalement intelligent et totalement numérique. Merci Kavé. Je propose peut-être de prendre un exemple technologique. On a interrogé Ayman Maki qui dirige la société Mirage Hologramme et qui travaille donc sur des avatars holographiques qui permettent clairement de réduire cette distance dont on parlait et peut-être de créer une nouvelle forme de réalité hybride. Je propose de regarder tout de suite cette toute petite vidéo. La première, c'est le théâtre holographique, qui est une solution d'affichage holographique taille réelle pour les personnes qui sont sur scène. L'idée, c'est de pouvoir projeter une personne taille réelle qui peut interagir avec le public. C'est une hôtesse projetée sur une silhouette de plexiglas transparent. Ça permet d'avoir une personne qui peut interagir avec les gens à la demande, lui poser des questions, quel que soit via un écran tactile ou par voix. C'est une projection à base d'un écran LCD. On n'a plus la limite pour tout ce qui est lumière de jour, lumière intérieure, et elle est plus robuste, donc on peut l'utiliser aussi à l'extérieur. Voilà, donc on a un petit peu parlé déjà de cette question des hologrammes avec vous. On en reparlera peut-être un peu plus tard dans le programme. Mais d'abord, à côté de ces solutions, je me porte vers vous, Lionel Albert. Il y a un autre domaine dans lequel la transformation numérique et l'évolution des environnements a connu une accélération, c'est l'industrie 4.0. Oui. Alors, on reviendra sur l'industrie 4.0 un peu plus tard, mais d'abord sur une des technologies qui soutient cette évolution, ce qu'on a appelé les digital twins ou les jumeaux numériques, qu'on associe souvent à la modélisation 3D et Internet des objets. Il faut reconnaître quand même que le concept est un petit peu intriguant pour les non-initiés. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est et à quoi ça sert ? Alors, le jumeau numérique ou le jumeau digital twin, il y a plein de noms là-dessus. C'est censé représenter virtuellement un environnement physique. D'abord à des fins de simulation, parce que c'est plus facile d'essayer de représenter une usine. Si je prends l'exemple d'une usine, par exemple, on va représenter virtuellement une usine et les passages et les flux dans cette usine. C'est quand même plus simple que de faire ça en réalité avec des machines qui perdent plusieurs tonnes. Donc ça, c'est en fait des notions de simulation. Pour la première chose. La deuxième, c'est aussi des notions de... Ça peut servir aussi, ça sert énormément à la formation. Donc vous avez des jumeaux numériques qui servent à former des opérateurs à manipuler une machine plus ou moins complexe. Et c'est des formations assez simples à mettre en œuvre finalement. Donc c'est en fait cette capacité de retransmettre un objet physique en mode digital de façon à mieux le contrôler. C'est surtout ça en fait, à ça que ça sert. Et est-ce qu'on sait à quel disons, délai de temps ça va être vraiment diffusé dans les entreprises ? C'est énormément utilisé. Ça commence à être beaucoup utilisé dans les entreprises qui sont assez évoluées parce que justement ça permet d'aller plus vite. Ça nécessite ça me permet de mieux maîtriser ses investissements aussi. Vous ne faites pas d'investissement à tort et à travers. Donc ça commence à être pas mal utilisé. Alors principalement au Japon qui était un peu les précurseurs dans ce domaine-là. L'Allemagne est très avancée sur le sujet. La France est un peu en retard. Les États-Unis ne sont pas si avancés que ça quand même pour le coup sur cette notion de jumeaux numériques. L'autre avantage, c'est aussi la capacité de piloter à distance une usine. Parce que vous avez sa représentation virtuelle qui est devant vous et pas à 500 ou 600 ou 1000 km. D'accord. Alors, il y a quelque chose aussi, je parlais de modélisation 3D, mais de façon plus générale, l'impression 3D, ce qu'on appelle la fabrication additive, est aussi une des technologies qui a connu un regain d'intérêt et un essor pendant la crise. On peut penser par exemple à toutes ces chaînes de production décentralisées qui ont soudain se sont mis à la fabrication de masques ou même de respirateurs dans certains cas. Alors, si elles ont pu bénéficier de cet essor, c'est parce qu'elles ont pu s'appuyer sur des technologies, des progrès technologiques assez récents dans le domaine de l'impression 3D. Et je vous propose qu'on jette un œil rapidement à un projet de l'INRIA. On va écouter Jonas Martinez qui va nous le présenter en vidéo.
La recherche récente se situe à l'intersection entre l'impression 3D et la géométrie computationnelle, en mettant l'accent sur l'étude des métamatériaux aléatoires avec des applications pour l'impression 3D. Avec les logiciels SSL, notre objectif est de mettre à disposition le plus rapidement possible nos dernières recherches en matière de modélisation et de tranchage dans un logiciel puissant mais accessible. SSL propose différentes techniques pour remplir l'intérieur de l'objet. Afin de modifier le comportement élastique d'un matériau, on peut envisager l'impression en 3D de structures à petite échelle qui modifient le comportement physique macroscopique des objets. Il est souvent possible d'évaluer et de contrôler les changements d'élasticité à travers l'objet final. Le remplissage polyforme respecte strictement toutes les exigences des procédés de fabrication de filaments fondus et offre une gamme de réponses élastiques directionnelles qui peuvent être graduées dans l'espace. Par exemple, pour fabriquer des objets plus ou moins rigides selon l'endroit où on les presse. Cela permet de fabriquer des pièces habituellement réservées aux technologies les plus avancées sur des imprimantes 3D peu coûteuses et largement disponibles. En bref, nos méthodologies sont principalement basées sur l'infographie avec des applications à la conception assistée par ordinateur. Le remplissage cubique et progressif, les structures de support, l'optimisation de l'épaisseur de la couche adaptative optimale et aussi les techniques avancées de planification des trajectoires. Par exemple, dans le domaine de la santé, du sport et du confort corporel, orthèses, semelles, protection et tout élément de type plaque, avec un faible relief amené à se déformer d'une manière cible. Un autre domaine d'application est la robotique souple, qu'est-ce qu'on appelle en anglais soft robotics. Par exemple, en collaboration avec des chercheurs de l'INRIA-Lille, nous avons utilisé le remplissage polyforme, que j'ai déjà parlé, pour imprimer des robots souples. Et nous avons introduit un pipeline de modélisation pour l'aide à la conception et le contrôle des robots. Nous avons montré aussi que la modification des propriétés de remplissage peut entraîner un changement radical dans la cinématique du robot. Et par conséquent, ça peut aider à la conception et au contrôle des robots souples constitués de ces structures à très petite échelle. Le contrôle précis du comportement élastique d'une pièce imprimée en 3D peut avoir certaines applications dans le domaine militaire. Un domaine qui pourrait être intéressant selon nous est l'impression en 3D d'objets qui résistent à l'absorption des chocs, probablement avec des mousses imprimées en 3D. Par exemple, pour fabriquer des drones légers et en même temps très résistants aux impacts. Une autre application réside dans la robotique souple pour fabriquer des robots articulés à des fins militaires. Le fait de pouvoir imprimer en 3D des structures avec une élasticité variable peut aider à créer des pièces de robots plus sophistiquées. Bien, retour sur le plateau. À propos de la fabrication additive et de l'impression 3D, est-ce que cela va permettre, et là je me tourne vers l'ensemble des intervenants, de dépasser les limites des chaînes d'approvisionnement actuelles, dont on a vu un peu les limites d'ailleurs au moment de la crise, et donc de relocaliser certaines productions? Lionel, pour commencer peut-être? Peut-être, mais je ne suis pas certain que ce soit dans un court terme. Par contre, l'impression 3D, c'est aussi la capacité pour faire de la fabrication personnalisée. En fonction du besoin de l'individu, du consommateur. On a un de nos clients aux États-Unis qui fait la semelle de chaussures de sport adaptée à vos mensurations. Et donc là, par exemple, vous faites ça, c'est en fait, au lieu on passe d'une fabrication de masse à une fabrication personnalisée. Ça sert à l'impression 3D d'abord. Ça sert aussi, je l'ai vu aussi pour la fabrication des ailettes de réacteurs d'avion, qui sont des formes très complexes, très longue à faire manuellement, et là en impression additive on a quelque chose qui est plus précis, plus fin. Donc c'est aussi pour aller plus vite en fait aussi dans certains endroits. Mais maintenant pour relocaliser des productions, j'y crois pas vraiment.
Enfin, pas à court terme. Alexandre, on parlera de main chain et de ce que vous faites après, Oui. mais sur la relocalisation et sur l'amélioration de ces chaînes. Vue. Aujourd'hui, je dirais qu'on n'est pas mature. Il y a beaucoup de contraintes. Il y a la réorganisation de l'usine en elle-même. On ne gère pas un stock où on ne produit pas de la même manière quand on est sur de la fabrication additive. À mon sens, ce type de production va venir compléter en fait le moyen de production actuel à court terme, vraisemblablement également le moyen terme. Ça sera vraiment à long terme qu'on va pouvoir imaginer une chaîne de production. Je prends l'exemple d'une voiture. Si vous acceptez, vous, en tant que consommateur, d'avoir une voiture livrée dans 1 an et demi, pourquoi pas? Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Les équipementiers auto ne vont pas le vouloir. Il y a une réalité de marché également. À mon sens, c'est aussi une technologie qui permet de faire de l'appoint. Et typiquement, dans tout ce qu'on est dans, tout ce qui touche au maintien en condition opérationnelle, je casse une pièce, j'ai besoin de la réparer immédiatement, j'ai le plan, c'est parti. Et le premier marché, je pense, il sera le plus porteur sur cette industrie, et c'est celui de la pièce détachée. Olivier, vous partagez ce... Oui, le Covid a été intéressant de ce point de vue-là parce qu'il a montré qu'on pouvait aussi s'appuyer sur les citoyens. Je trouve que c'était intéressant. Les makers, comme on les appelle. Donc, il y a eu beaucoup de Fab Labs qui se sont mis à produire des supports de visière. Alors, le support de visière, c'est un cas intéressant parce que c'est le cas typique de petits produits simples en plastique qu'une imprimante 3D classique permet de réaliser. Et évidemment, on est à l'extrême opposé du cas de l'impression de tuyères de chez Rolls-Royce en impression 3D métallique additive. L'impression 3D, c'est un marché très large, en fait. C'est-à-dire que l'impression de plastique, c'est devenu quasiment un produit semi-grand public, même si on n'a pas ça à la maison couramment, avec des imprimantes qui coûtent entre 1000 et 3 000 euros. Et puis, une imprimante qui imprime du métal avec du laser, c'est 300 000 $. Quoi. Donc, c'est un marché qui est extrêmement large, avec des usages très, très diversifiés. Je ne crois pas forcément à la généralisation de l'impression 3D pour faire tout et n'importe quoi, d'autant plus que si on veut faire un produit relativement sophistiqué qui utilise plusieurs matériaux différents, il faut plusieurs imprimantes de prix différents et des techniques différentes. Là, on est clairement dans l'environnement professionnel. Et dans le cas où il s'agit de pièces en plastique relativement simples, on peut résoudre des problèmes ponctuels, comme ça a été le cas dans le cas du Covid. Donc, c'est un marché qui est très divers, en fait, dans ces applications. Alors, derrière l'impression 3D, il y a aussi des sujets de sécurité, bien sûr, et d'intégrité, notamment pour s'assurer que la pièce finale corresponde bien aux spécifications et au plan initial. De ce point de vue-là, il y a notamment l'utilisation de la blockchain, des registres distribués pour sécuriser et pour s'assurer de l'intégrité. Alors, Alexandre, vous travaillez sur ces sujets-là. Oui. Peut-être un mot sur Vistory tout d'abord, et puis ensuite sur votre solution qui s'appelle MainChain. J'ai fondé Vistory en 2013. Comme j'aime l'appeler, c'est une digital factory. Donc on peut nous qualifier de géotrouve-tout. On a fait beaucoup de choses, beaucoup de pivots également dans l'histoire de l'entreprise. Et en revanche, on a une colonne vertébrale, c'est la blockchain. Pourquoi la blockchain? C'est, je trouve, une technologie novatrice et elle apporte quelque chose qui est très important, c'est la confiance. Comme un système économique, aujourd'hui un système économique repose sur la confiance. Là, on va obtenir la confiance par la technologie. Un petit peu la différence. Voilà. Je propose d'aller à la diapo suivante. Ça, c'est notre ADN, transformation digitale, oui, mais surtout blockchain. Parler rapidement de MainChain. MainChain, c'est une première expérimentation qui a été menée avec les forces armées françaises, et en l'occurrence la CIM, qui est la structure intégrée au maintien du matériel terrestre. 2 imprimantes 3D ont été projetées en fait, une à N'Djamena dans le cadre de Barkhane et une autre au BESMOD de Tulle, une base de soutien matériel. Et s'est posé une question très rapide, c'est celle du modèle économique. Je prends un cas tout simple, j'ai un industriel, aujourd'hui il maîtrise son outil de production de bout en bout. On passe à de l'impression additive, on décentralise la production. Se pose la question de la confiance. J'ai beau faire confiance à mon client, quel qu'il soit le ministère des Armées ou demain, je prends un Renault, qu'est-ce qui me garantit que mon client m'a fait mon bon de commande, certes, de 500 unités, mais il m'en a pas imprimé 10 000 dans mon dos? Rien. C'est là qu'intervient en fait MainChain. MainChain, on peut imaginer ça comme une passerelle par laquelle on va déposer un plan, on fait une photographie, on vérifie ce qui se passe sur l'imprimante, on certifie l'intégrité du plan. Dit autrement, prendre un cas extrême, on est dans une centrale nucléaire, ça serait fâcheux de voir des objets fabriqués par des makers qui ne répondent à aucun standard, à aucune homologation, se balader dans une centrale. Moi je serais inquiet. En fait, on résout ce problème-là.
En fait, en résolvant ce petit problème qui est celui de l'intégrité du fichier, comme je sais vérifier ce qui se passe dans l'imprimante, quelle que soit l'imprimante in fine, parce que c'est une solution agnostique, en fait, on est en capacité d'homologuer le produit et donc de le certifier. Et par conséquent, aussi de déterminer les responsabilités en cas de problème. Je prends l'exemple de quelqu'un qui fabrique des tanks, il m'a dit, mais en cas de fait de guerre, mais comment ça se passe? Et oui, et en fait, on a exactement la même problématique qu'un constat d'assurance classique. On va déterminer les responsabilités. Et là, une blockchain est extrêmement intéressante parce qu'en fait, ça va permettre de déterminer les responsabilités, de tracer en fait l'intégralité, tout le cycle de vie du produit. Donc, on est sur une PLM, donc une gestion de vie, le cycle de vie du produit, qui est nouveau, parce que dans le sens qu'on fabrique, on a digitalisé un asset, un actif qui est un plan. D'un plan de CAO, je vais arriver en fait à faire du DRM, la même chose qu'on fait avec du Spotify aujourd'hui et de la musique. Sauf que là, on le fait avec un plan d'impression 3D. Et donc, ça permet aussi tout un tas de retombées, automatisation des plans, on peut mieux prédire la consommation des ressources, voilà. Et ça, aujourd'hui, c'est une expérimentation qui a été un succès au sein des armées, puisque, quand je dis succès, on reste à une petite échelle. On est sur 2 imprimantes qui ont été déployées. Il y en a une projetée au Tchad. Sur quel type de pièces, par exemple, travaille cette unité? C'est des équipements, j'imagine, pour la maintenance ordinaire. Voilà, on va dire que ce sont des équipements qui n'engagent pas la vie du soldat ou du maintenancier ou de l'opérateur. D'accord. Voilà. Vous vous rendez compte, on ne va pas faire une expérimentation avec quelque chose qui pourrait... voilà. Très bien. Écoutez, merci pour cette présentation de Menchen. La question, c'est quand on regarde là aussi le hype cycle de Gartner, on s'aperçoit que ces technologies de blockchain, d'après eux, ne révolutionneront pas le monde avant 2028. Est-ce que vous partagez ce point de vue, ou est-ce que vous pensez que finalement la blockchain et les registres distribués vont avoir un rôle beaucoup plus rapidement sur 2028, il y a encore quelques années à attendre, pour avoir véritablement une transformation par les registres distribués? J'aurais tendance à dire que si ça marche, ça devrait marcher plus vite. Compte tenu de la vitesse à laquelle les smartphones se sont déployés il y a 10 ans, il n'y a pas de raison pour que ce soit aussi lent. Alors moi, j'ai un avis plutôt réservé sur la blockchain. Je ne suis pas obligé d'en partager là-dessus. Mais allez-y. Non, disons que je suis relativement distant par rapport au sujet. D'abord, ce n'est pas ma spécialité, donc je ne peux pas prétendre être expert, mais j'ai l'impression que c'est un peu survendu par l'écosystème qui le pousse. Il y a beaucoup de surpromesses, notamment sur les questions de sécurité associées. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est dans une phase d'apprentissage encore dans les entreprises qui testent un petit peu à droite à gauche ce qu'on peut faire avec. Il y a un peu de désillusion aussi. Bon, j'attends de voir. Mais comme il s'agit d'un processus qui est uniquement logiciel, qui n'a pas de contraintes d'infrastructure lourdes pour être déployé, je ne vois pas pourquoi ça irait pas plus vite, quoi, si ça marche vraiment aussi bien que ça. Et je pense que l'une des raisons qui peut ralentir le déploiement de la blockchain, c'est que les blockchains en tout cas, n'ont pas le même potentiel de standardisation qu'on a eu dans d'autres domaines comme les protocoles de l'Internet. Parce qu'en fait, chaque entreprise, chaque métier, chaque cluster d'activité peut être tenté de créer sa blockchain, ce qui fait qu'il n'y a pas autant d'effets d'économie de réseau qu'on a pu le connaître avec les protocoles de l'Internet ou avec d'autres technologies dominantes du numérique aujourd'hui. Donc finalement, les processus d'adoption ne peuvent pas bénéficier des mêmes économies d'échelle qu'on a connues dans d'autres domaines. C'est pour ça que ça peut être peut-être plus lent qu'on souhaiterait, quoi. Oui, alors en Chirac, on a une position un peu différente sur ce qu'on avait appelé ces technologies émergentes. Ouais. C'est qu'effectivement, il y a beaucoup d'expérimentations dans plein de domaines, blockchain ou IoT ou intelligence artificielle. Et en fait, ce qu'on fait chez Chirac, c'est qu'on les package, on en fait des cas d'usage très, très précis de façon à favoriser l'adoption des utilisateurs. Donc, on en a fait une sur la blockchain pour le contrôle de la chaîne du froid dans les transports, par exemple. Vous avez un transport d'un point A à un point B qui est dans un camion réfrigéré. Si on sent qu'on a des variations de température, ben là, l'intégrité du froid a pu être rompue sur le transport. Et donc, c'est la blockchain qui sert à sécuriser tout ça et donc qui, comme pour la pièce détachée, garantit que le produit va arriver dans de bonnes conditions. Et derrière, on a plein de cas d'usage que l'on peut mettre sous forme d'application au service des entreprises. Et donc, si les éditeurs comme nous, on se met à faire des applications, on pense pouvoir accélérer l'adoption de notamment cette technologie de blockchain. Et justement, avec la multiplication des applications blockchain, on a parlé de tokenisation de l'économie. Qu'est-ce que vous en pensez? Juste rebondir sur vos propos.
En fait, il y a deux écoles en termes de blockchain. C'est un peu comparer intranet et internet. Oui. Et à mon sens, en fait, la première chose, c'est quand on parle de standardisation, là on est sur de l'internet. Quand on parle d'intranet et donc cette fois-ci de blockchain dite privée, on va avoir des logiques de consortium et donc de standardisation. Et à mon sens, dans le domaine du privé, pas grand public, et ça va faire le pont justement avec la question que vous venez de poser. Dans le domaine du privé, on va plutôt travailler sur des blockchains privées, eu égard le RGPD, eu égard même des questions de souveraineté. Et il y a alors une chose qui est un peu galvaudée, c'est quand on dit ouais, on décentralise certaines choses. Bah, en fait, dans une blockchain privée, bah, là, il y a un acteur, là, s'il y a un tiers de confiance, alors que dans une blockchain publique, il n'y en a pas. Les capacités de calcul ne sont pas les mêmes, ou du moins les infrastructures mises en jeu dans une blockchain publique sont sans commune mesure avec celles qu'on avait déployées dans une blockchain privée. Donc, je dirais que ma religion, ou plutôt le dogme que j'ai, c'est celui de la blockchain privée, parce que beaucoup de contraintes réglementaires, tout simplement, et de traçabilité. On parle de tokenisation, et en fait, la tokenisation, qu'est-ce que c'est plus précisément? Parce qu'on l'emploie à tout bout de champ. En réalité, c'est une transaction, donc j'ai un identifiant, c'est ça mon token. Donc il est sécable aujourd'hui, ce token. Quand on prend des blockchains comme Ethereum ou Bitcoin, on va parler de Satoshi. Par exemple, c'est une division d'un millionième de mon coin. Ce qui est intéressant, c'est que ça me permet de faire une traçabilité. Carrefour l'a bien compris, on a tokenisé une vache. Dit autrement, alors désolé pour les personnes qui seraient véganes, mais je prends une vache, je l'emmène à l'abattoir. Ça marche aussi bien avec j'ai ma vache, ok, je vais la subdiviser en un millionième de sous-ensembles, et donc on va pouvoir faire une traçabilité de bout en bout. Et donc c'est cette tokenisation, du moins c'est cet actif-là qu'on vient valoriser. Parce que derrière, on a un nouveau pétrole qui arrive, et c'est celui de la data, et ça permet de générer, du moins d'avoir une masse de données intéressante. Et je prends l'exemple de la pièce détachée, c'est le calcul du MTBF. Puisqu'on est sur de nouveaux procédés industriels, et on doit homologuer un couple, plan, procédé, méthode en réalité. MTBF. Mean time between failure. Donc c'est le temps moyen entre deux pannes. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour un industriel. Prenez le cas de Rolls-Royce, par exemple. Si son ailette casse ou sa tuyère casse, il doit le savoir à quel moment il va le casser. Voilà. Et quels sont les autres usages? Alors, vous avez parlé de ce que vous faites avec le ministère des Armées, mais donc Mainchain, sur quoi vous travaillez aujourd'hui? Dans quel domaine? Dans quel secteur Alors, Mainchain, aujourd'hui, on est en train de créer un consortium en fait, avec différents fabricants d'imprimantes pour justement créer un standard. L'idée, c'est en fait, comme je disais tout à l'heure, Mainchain, c'est une plateforme agnostique. Donc, quelle que soit l'imprimante que je vais connecter à ce système, je suis en capacité de gérer de bout en bout le flux de données. Donc du dépôt du plan jusqu'à l'impression en elle-même de la pièce. Mais quand on prend le cœur de réacteur qui est notre blockchain, là on travaille sur Ethereum, je l'ai dit à demi-mot, donc je l'affiche. En fait, on peut faire plein de spin-offs de ce genre de produits. On a développé d'autres technologies, par exemple, qui permettent de faire de l'authentification, ou du moins on a développé une app qui s'appelle Sésame. C'est une plateforme qui réunit les services essentiels d'un helpdesk, mais dans une application mobile sécurisée. Et en fait, il faut voir la blockchain comme une serrure, un mécanisme. C'est un outil que je vais utiliser et qu'on peut utiliser à plein de fins. Et là, typiquement, ça va permettre à un utilisateur, à l'autre bout du monde, on parlait de distanciation sociale, je suis en train de travailler. Moi, ça m'est arrivé dans d'autres vies où je travaillais pour des groupes pétroliers, je travaillais à l'étranger, je verrouillais ma session. J'étais comme une truffe, je ne pouvais plus déverrouiller mon compte, j'étais obligé de revenir à Paris, déverrouiller mon compte. Ça n'a pas de sens. Là, je sors mon application, je déverrouille, et ça fonctionne comme une carte bleue. Donc, c'est-à-dire que si je tape 3 fois le mauvais code PIN, là je ne peux rien, l'application elle est en croix, et là, je suis vraiment obligé de revenir au site. Mais en attendant, ça vient de me débloquer. Et comme je suis en télétravail et le patron, je suis aussi, a toujours eu peur de la perte de productivité, etc. On me le reprochait, par exemple, en me disant, quand je demandais le télétravail, moi aussi, je l'ai demandé. Oui, mais Alexandre, tu comprends, tu vas être moins productif. En réalité, c'est pas vrai. On bosse 2 fois plus quand on est en télétravail. Je dirais, je suis aussi staccanoviste. Ça, c'est un autre sujet. Mais l'intérêt qu'il y a, c'est que, en fait, avec ce type de solution, on trust en fait. Et donc, ça veut dire qu'à la fin, moi, j'ai déverrouillé mon compte, j'ai ma capacité opérationnelle pleine. Donc, je suis pas bloqué pendant 3 quarts d'heure à attendre que mon support, qui est submergé parce qu'on est tous en télétravail et en lockdown, réponde. Donc, c'est d'autres applications.
Ça reste prometteur. On ne sait pas si la révolution blockchain est en cours, mais en tout cas, ça reste prometteur. Il y a SocGen qui a tokenisé je ne sais plus combien de millions d'euros sur du trading. BlackRock fait pareil. Donc aujourd'hui, quand les grands commencent à le faire, ça donne vraiment le sens de la marche. C'est pas quelque chose qui va faire une révolution, c'est quelque chose qui va une amélioration continue, comme le disait révolution. Olivier tout à l'heure. Une amélioration continue. Succession avec des petits usages C'est ça. localisés qui vont créer le mouvement. La difficulté d'évaluer cette révolution, c'est qu'elle n'est pas virale comme d'autres le sont, comme les usages grand public. Donc, comme c'est pas viral, c'est effectivement un peu plus lent. C'est lié à l'adoption ponctuelle dans chaque entreprise. Peut-être qu'une des questions à se poser, et qui est peut-être un peu théorique, c'est la question de l'interopérabilité. C'est-à-dire comment on peut faire en sorte que différentes blockchains de métiers adjacents se connectent les unes aux autres d'une manière ou d'une autre, d'un point de vue de l'architecture. Un sujet de test, ça. Voilà, c'est un sujet de test peut-être, mais c'est un vrai sujet parce que ça peut accélérer la viralité, ça peut accélérer l'adoption dans certains métiers. Et il faut savoir qu'il y a beaucoup de métiers où c'est plus facile que d'autres à faire. Typiquement, les métiers qui sont fragmentés sont plus difficiles à adopter, à faire adopter. Les métiers où il y a de gros acteurs, comme des grandes banques ou de grandes assurances, peut-être sont plus faciles à pénétrer. Ça dépend. Ça dépend. Nous, on a plusieurs cas de clients. Par exemple, on a Volvo qui, lui, certifie ses batteries, le cobalt de ses batteries avec la blockchain. Bon, ça, c'est un seul acteur. Mais on a aussi un petit producteur italien qui garantit l'AOC de son huile d'olive avec une blockchain. Donc, il y a plein de cas d'usage, je pense. On a un autre problème, c'est diminuer le cobalt, d'ailleurs, plutôt que de certifier. Déjà, il y a au moins le certifié pour pas qu'il vienne d'endroits un peu du Congo ou ailleurs. Exactement. Et alors, vous nous direz peut-être si on utilise la blockchain dans l'industrie 4.0, mais en tout cas, on va clore un petit peu ce sujet blockchain pour repartir sur l'industrie 4.0. Alors, c'est un terme qu'on utilise beaucoup trop peut-être. Peut-être quelques mots de définition pour qu'on comprenne bien ce que c'est avant, Lionel. Oui, je veux bien. Puis j'avais préparé un slide pour expliquer ce qu'était cette quatrième révolution. Voilà. Rapidement, la première révolution industrielle, c'est quand on a mis en place des machines. La deuxième, c'est quand on les a électrifiées, on a mis des moteurs plutôt. La troisième, c'est qu'on a commencé à mettre un peu d'automatisation, du contrôle dans les ateliers. Et la dernière, donc celle que l'on vit maintenant, l'industrie 4.0, donc, ou industrie du futur en France, c'est le mariage de la data, des systèmes d'information, des données, et du monde opérationnel. C'est ce que disait Gabriel tout à l'heure. Donc c'est quand on va vraiment marier les deux mondes, le monde digital et le monde réel. Et donc, on est là-dedans maintenant, dans cette notion d'industrie 4.0, et dans lequel on va retrouver le jumeau digital dont on parlait, la capacité de piloter à distance des usines. Alors, l'industrie 4.0, c'est pas que l'usine, hein, c'est l'usine, mais c'est l'usine étendue. C'est aussi les flux logistiques. Quand on va parler de mariage du monde digital, du monde numérique, du monde physique, c'est la visualisation des camions d'une flotte. Le suivi, on va le marier aussi avec des capteurs, style IoT. On va avoir aussi la blockchain qui est dedans, parce que quand il va falloir tracer tout de suite. Donc c'est tout un ensemble, cette industrie du futur. C'est toutes ces technologies dites émergentes qui vont se mettre en œuvre dans des mondes réels. Donc dans des usines, je pense que dans les systèmes opérationnels, dans des armées, ça a commencé à arriver aussi. Et c'est ça qui se voit aussi au moment du confinement. J'ai beaucoup de clients qui m'ont dit, si j'avais passé mon usine en industrie 4.0, j'aurais été capable de piloter ma production à distance. Et pour le coup, on a certains clients qui ont réussi à le faire, qui avaient déjà fait cette révolution digitale, qui se sont interrompus pendant une semaine histoire de se réorganiser, mettre en place une notion de distanciation sociale, et qui ont recommencé à travailler très rapidement parce qu'ils avaient entamé cette révolution numérique du digital de l'industrie 4.0. Alors là, on voit bien justement sur ce dernier exemple un petit peu tous les apports de ce qu'a apporté l'industrie 4.0. Jusqu'à très récemment, on disait surtout que c'était un facteur de performance et de business. Un peu, on voyait que l'aspect business. Aujourd'hui, on voit aussi tous les apports que ça peut avoir en matière de résilience. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement le point de vue? C'est curieux parce qu'enfin, l'industrie 4.0, je sais qu'on en parle quand même maintenant depuis un certain temps. On commence à équiper nos clients et notre pitch commercial, c'était nouveau business model, croissance, transformation digitale, etc. Avec cette période quand même, qui est très particulière, où le monde entier a vécu une rupture des approvisionnements d'abord, puis après une rupture de la demande
À chaque fois que chaque continent s'est confiné, on a une rupture de la demande. On s'est aperçu que ça mettait sous tension, on a parlé de logistique tout à l'heure, tout un écosystème dont on avait besoin quand même pour vivre. Et donc on a commencé à parler de notion de résilience, effectivement. Donc la résilience, c'est quoi? C'est la capacité à pouvoir piloter des camions, à les envoyer dans un entrepôt pour alimenter un supermarché, de faire en sorte que l'on puisse, telle entreprise, passer de la fabrication de moteurs à la fabrication de respirateurs. C'est donc cette notion de cette adaptabilité du processus industriel, c'est ça la notion de résilience. Et donc c'est ce qu'on a vu effectivement dans le monde, enfin dans la période qu'on a vécue, où chaque entreprise a essayé justement, dans la mesure du possible, de mettre en place tout son numérique de façon à être résilient. Le télétravail, enfin le Zoom, les téléconférences, c'est une notion de résilience du monde du travail. Et c'est le digital qui nous a aidé à être résilient. Alors, effectivement, on manque de lien social, donc je suis très content d'être physiquement ici aujourd'hui, mais ça a quand même permis de travailler beaucoup plus, effectivement, en mode télétravail qu'on pouvait travailler en mode physique. Et si je prends l'exemple d'un de nos clients, il fabrique des albums photos, donc il a des usines physiques. C'est mon album photo en France. Ce qu'ils ont fait, c'est que tous les administratifs se sont mis en télétravail pour accéder à un système d'information. Et dans les usines, ils sont revenus travailler, effectivement, et ils ont utilisé les camions, etc., pour continuer à bosser. Donc cette notion de révolution digitale les a aidés à être efficaces opérationnellement. Alors, plus résilient, on comprend bien, mais à côté de ça, on ouvre aussi, on étend la surface d'exposition au risque dans cette configuration-là. Et on arrive en fait dans une situation où la sûreté et la sécurité sont vraiment intimement liées. Comment on fait pour gérer tout ça? Alors, c'est un point clé. Digital ne veut pas dire absence de sécurité. Ça ne veut pas dire j'ouvre la porte au monde des hackers. Donc là, c'est notre responsabilité d'éditeur. Alors, le monde de l'édition de software est en train de changer aussi, s'est transformé. On est passé de vente de logiciels que vous installez sur vos machines à une notion de SaaS. Et la notion de SaaS signifie que ce sont dans les data centers. Les data centers sont ceux d'Oracle, par exemple, et dans lequel on va gérer la sécurité sur toutes les couches du data center. Donc de la couche la plus basse, donc la puce de silicium de l'ordinateur jusqu'aux couches les plus hautes, de façon à garantir pour nos clients cette sécurité-là. Parce qu'effectivement, plus on va digitaliser, plus ce sera peut-être facile de hacker les systèmes d'information. Donc là, c'est notre responsabilité en tant qu'éditeur d'assurer cette sécurité-là. Et finalement, puisqu'on concentre tous les efforts sur quelques data centers en termes de sécurité, on est beaucoup plus sécurisé que des millions d'entreprises qui vont elles-mêmes dépenser quelques milliers d'euros pour sécuriser leurs propres ordinateurs. C'est une question de masse. C'est une question de masse, KB. Et je ne sais pas si vous êtes toujours là. Si vous voulez réagir à ça. Alors, effectivement, le problème de sécurité se pose de façon très forte là-dedans. Et comme je le disais, en fait, les principales attaques de sécurité vont s'attaquer à cette couche, en quelque sorte, de convergence qu'il doit y avoir entre la représentation virtuelle dans le monde numérique et la réalité sur le terrain, et donc vont essayer de générer une divergence qui va être irréconciliable. Bon, l'exemple classique, c'est que vous pensez que sur votre ligne de production, vous avez votre moteur qui tourne à une certaine vitesse, et en fait, il tourne à une autre vitesse. Et pour donner l'exemple d'une attaque qui a eu lieu sur des lignes de production, pour ne pas le nommer, les lignes de production de centrifugeuses des Iraniens et de l'attaque Stuxnet. Donc, effectivement, l'un des problèmes auxquels on est confronté dans le cadre de l'industrie 4.0, c'est d'avoir des moyens d'avoir de la résilience, d'une part, mais d'autre part, d'avoir des moyens de validation et de vérification de l'adéquation entre ce qu'on pense que la machine fait et ce qu'elle fait réellement. Et là, on rentre dans un cadre qui est assez intéressant et qui va dans le sens aussi des discussions qu'on a eues précédemment sur l'IA.
La caractéristique aujourd'hui de la plupart des mécanismes, des approches d'IA qu'on a, donc d'apprentissage machine, est basée sur de l'optimisation, c'est-à-dire on va calibrer les paramètres d'un modèle de façon à optimiser, à minimiser une erreur de prédiction. Cette erreur de prédiction étant calculée sur des valeurs précédentes, des valeurs qu'on a obtenues dans le passé. Se pose bien sûr la question de la généralisation, ce qui a bien été souligné précédemment, qui est de savoir qu'est-ce qui se passe si on a des données qui ne sont pas dans l'ensemble d'apprentissage, et est-ce qu'on peut réussir à les comprendre. Mais de façon plus fondamentale, il y a une incompatibilité, une incohérence fondamentale entre le concept d'optimisation et le concept de résilience. C'est-à-dire un système pour être résilient ne doit pas être optimal parce que la plage d'optimalité est généralement très réduite. Et donc, ceci signifie de façon assez claire que si on veut passer à l'industrie 4.0 ou autre, l'objectif de l'industrie 4.0 n'est pas de réduire les coûts opérationnels ou les coûts de personnel des entreprises. L'objectif, c'est pas de remplacer un robot, un employé par un robot. L'objectif, c'est de changer la façon dont on conçoit ce travail et en quelque sorte de faire changer le métier de l'opérateur qui avant avait une opération manuelle en une opération plutôt de monitoring ou de surveillance ou je dirais de conception et de planification de cet outil. Et là, on arrive à un élément qui, de mon point de vue, n'a pas été suffisamment souligné dans la discussion qu'on a eue précédemment, c'est que tout ce qu'on est en train de parler, aussi bien sur le quantique que sur l'intelligence artificielle, que sur l'industrie 4.0, ne se fera pas sans des changements fondamentaux, des changements très importants dans la façon de manager, de gérer les entreprises. Mettre la donnée au centre des entreprises, ce n'est pas quelque chose d'évident parce que ça casse toute une hiérarchie de relations qui existe au niveau de l'entreprise. Mais un élément qui est aussi très très important, c'est de changer la façon dont nous formons nos experts, nous formons nos ingénieurs, nous formons nos techniciens. Et là, aujourd'hui, on est en train de former les ingénieurs et les techniciens avec les technologies du passé et avec une vision du passé. Et il y a vraiment un énorme challenge à mettre en œuvre, en particulier dans les questions de sécurité. Et aujourd'hui, il y a vraiment un élément de réflexion profond à avoir là-dessus. Je pense que mon général, le directeur donc en charge du ComCyber, c'est aussi que il y a une importance fondamentale au niveau des opérations cyber à former des gens qui sont capables d'avoir l'adaptabilité, la connaissance et la technicité nécessaires. Et là, aujourd'hui, on a un challenge fondamental à ce niveau pour rentrer dans une ère nouvelle et dans une ère de numérisation intensive. D'autres pays sont en avance par rapport à nous. La Chine, c'est pas seulement 1 milliard d'habitants, c'est aussi autour d'1 million d'informaticiens formés par an. Et il faut prendre aussi en compte ces éléments-là si nous ne voulons pas être submergés dans les années qui viennent. Olivier, je vous ai vu réagir pendant l'intervention de KV. Je voudrais souligner un point géopolitique sur l'industrie 4.0. C'est un des rares domaines qui a été inventé par l'Europe, en fait. Oui. Parce que l'industrie 4.0, c'est un concept allemand à l'origine, il ne faut pas oublier. C'était un concept permettant à l'Allemagne de renouveler finalement son patrimoine industriel qui est très fort. L'Europe, je dirais collectivement, est plutôt bonne dans ce domaine-là. Une grosse partie des technologies de l'industrie 4.0 peuvent revendiquer d'être européennes. Dassault Systèmes, déjà dans la CAO quand même, Dassault Systèmes modélise ses usines depuis longtemps, pour Toyota ou ailleurs. Ils ont créé la notion de jumeaux numériques, d'usines numériques complètement depuis plus de 10 ans. Ils sont leaders dans ce domaine-là. Évidemment, l'industrie robotique est très européenne. Elle est japonaise et européenne aujourd'hui en dominante. Elle n'est pas très américaine. Donc on a une chance en Europe, c'est d'avoir un patrimoine et industriel et logiciel qui est assez significatif. L'Europe a inventé cette notion. Les objets connectés aussi. Les capteurs, c'est ST Microélectronique en France et Bosch en Allemagne. Donc en fait, on a un patrimoine industriel, il ne faut pas le négliger. Et c'est notre force.
Lionel, c'est un message positif. Même quoi. si Oracle est une société américaine, mais on travaille en Europe. Vous travaillez en Europe. Vous partagez ce point de vue? Oui, complètement. Et c'est un vrai avantage pour l'Europe, effectivement, de partir là-dessus. Et je suis assez d'accord, c'est pas pour supprimer des bonhommes dans les usines, l'industrie 4.0, c'est pour éviter l'erreur et pour améliorer la qualité aussi, surtout. Parce que c'est ça que ça va servir aussi, ces notions d'intelligence artificielle, etc. Et le lien dont on parlait avec KV entre l'optimisation et la résilience. Oui. L'optimisation, c'est la plage est très fine, très petite. La résilience, il faut accepter des incertitudes à un moment donné. Et oui, il y a cette question que Gavi a mentionnée à plusieurs reprises, et je crois que vous aussi, vous avez rapidement mentionné avant, la question de la formation, des compétences, des ressources humaines. Gavi a notamment évoqué toutes ces questions un peu organisationnelles, que transformations organisationnelles qui vont subir la société au sens large, mais l'entreprise, à commencer par les entreprises. Quelles sont vos expériences là-dessus? Il y a beaucoup de défis qui sont générés par toutes ces nouvelles technologies, c'est clair. Il faut déjà, dans un premier temps, réenchanter les jeunes avec les sciences. Je pense que c'est l'enjeu que j'évoquais tout à l'heure. C'est un vrai enjeu. Aux États-Unis, c'est un problème. Par exemple, aux États-Unis, il n'y a pas assez d'étudiants dans les sciences. Ce qu'on appelle les STEM. Oui, ils sont d'origine étrangère, en l'occurrence. Ils constatent, moi j'ai lu plusieurs études là-dessus qui montraient que c'était essentiellement des jeunes d'origine indienne et chinoise. Ils viennent de fermer les visas H1B1 et les visas étudiants, ce qui fait qu'ils vont assécher le patrimoine de jeunes qui s'intéressent aux sciences dans leur propre pays. C'est une chance pour nous de les attirer d'ailleurs, à la place de les envoyer aux États-Unis. Alors d'ailleurs, il y a un commentaire sur le chat qui nous dit qu'Olivier, il faut vulgariser les médias, il faut faire pression sur les médias en vulgarisant les podcasts scientifiques. J'en fais, moi. Voilà, exactement. C'est exactement ce que j'en fais. Je fais des podcasts sur l'informatique quantique avec Fanny Bouton, ma partenaire sur le sujet. On interviewe les acteurs français du sujet. Oui, il y a évidemment besoin de faire ça à grande échelle. Moi, j'ai une audience qui est plutôt quand même spécialisée. Il faudrait le faire vis-à-vis d'un public plus large. Alors, premier point. Deuxième point, au-delà du fait qu'il faut attirer plus de jeunes dans les universités, dans les grandes écoles, sur les filières scientifiques, il faut probablement développer la culture générale transversale scientifique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme il y a beaucoup de spécialités, chacun est dans son tunnel, en fait. Et on a besoin de généralistes aussi. On a besoin de gens qui savent faire le pont entre ces différents domaines, à la fois dans le numérique, mais même au-delà du numérique. Moi, ce que j'ai découvert en m'intéressant aux technologies quantiques, de manière relativement récente, depuis 3 ans à peu près, j'ai découvert qu'en fait, pour comprendre ça, il fallait faire de la physique, de la chimie, des maths, de l'informatique, de la géopolitique. C'est pas à la portée de tout le monde, quand même. Voilà. Je ne dis pas que ça n'est pas à la portée de tout le monde, ça veut dire que ce sont des sujets nouveaux qui nécessitent d'avoir des esprits assez ouverts, assez polyvalents, en plus d'avoir des gens très spécialisés. Donc, ça veut dire qu'il faut faire beaucoup d'efforts pour attirer les jeunes d'un côté, pour les former. Et la blockchain, je pense qu'il y a le même problème. Il n'y a probablement pas assez de compétences. L'intelligence artificielle, le rapport Villani, il y a 2 ans, a montré qu'il n'y avait pas assez de compétences, qu'il n'y avait pas assez de gens formés. Donc, il faut mettre la surmultiplier dans ces formations-là, mais en ayant toujours à l'esprit qu'on ne forme pas que des spécialistes ultra pointus. On doit former des gens qui vont s'adapter. Moi, ça fait 35 ans que je suis dans le numérique. Si j'avais tenu... si j'avais tenu grâce à ma formation initiale, j'aurais été complètement nul. On est obligé d'être un étudiant permanent dans le numérique. Il faut sans arrêt se remettre en cause, sans arrêt se reformer, sans arrêt découvrir de nouveaux concepts. Donc, il faut former des gens à s'auto-former, en fait. Il faut former des gens, à l'ère de l'Internet surtout, notamment en période de Covid, à savoir trouver l'information par eux-mêmes, à savoir aussi avoir un recul par rapport à l'information. Le recul est très important. Le discernement est très important. On ne peut pas prendre pour argent comptant le marketing des fournisseurs, par exemple. C'est évident. Aujourd'hui, il faut prendre du recul. Voilà. On en revient un petit peu à ce que vous et le général disiez au début. Finalement, c'est toujours l'humain qui a le dernier mot sur la technologie. Bien sûr. La technologie ex abstracto n'existe pas. C'est toujours une décision humaine. L'IA, c'est de l'humain, en fait. C'est le choix de la mettre en place là ou là est un choix humain. Le choix de remplacer ou pas de l'humain, ou le choix de le compléter de l'humain, ça reste des décisions humaines, des décisions souvent économiques d'ailleurs, politiques, économiques, humaines, sociales. C'est toujours une responsabilité humaine derrière la technologie qui est en jeu, en fait. La technologie n'est qu'un outil. Voilà, c'est l'outillage. Ouais. C'est ça. La technologie au service de l'homme, au service de l'humain.
Sur la blockchain, il y a également ces besoins de formation qui existent, ou vous enseignez vous-même ce sujet? Oula. Ouais, moi, je ne suis qu'un autodidacte, donc enseigner, je n'ai pas malheureusement ces compétences. Il y a des écoles qui, en tout cas, travaillent sur ces sujets-là, ou des cursus qui... Alors, avec le professeur Salamatian, justement, on est en train de penser à une thèse. Voilà. D'accord. Donc, je dirais que l'Université Savoie-Mont-Blanc, sans faire de la publicité, travaille sur ce dossier-là, mais je suis convaincu qu'en France, c'est des sujets qui sont bouillonnants. La problématique, je trouve, c'est l'accessibilité de l'information et de la formation également. Vous parlez de discernement. On est exposé, qu'on soit entrepreneur, étudiant, à une quantité astronomique d'informations. On a besoin d'affûter, ou du moins d'avoir ce qu'on appelle l'esprit critique, et de comprendre un petit peu, de discerner voilà, le bon grain de livret. Et ça, c'est la chose la plus difficile. Il y a beaucoup de vendeurs de rêves, et ça, en tant qu'entrepreneur, j'y étais confronté à de multiples reprises. En tant que consultant, quand je travaillais dans des sociétés informatiques, c'était pareil. Et je dirais que la blockchain, c'est quelque chose qui devrait être enseigné. Mais pareil, quand on touche à de la blockchain, on va toucher à du développement logiciel, on va toucher également à des mathématiques, à des notions de crypto, et ensuite ça devient extrêmement pointu. Donc, vous le disiez, il faut des généralistes, voilà. Il faut des spécialistes également. Il faut faire le pont. La tagline de Vistory, ou du moins le slogan, c'est Building Bridges, c'est construire des ponts justement, et des ponts là cette fois-ci technologiques entre le problème et la solution. Construire des ponts, on va peut-être s'arrêter sur cette belle parole. Merci beaucoup. Merci à vous trois et vous quatre avec KV qui est, je ne sais pas, peut-être toujours avec nous. Voilà, merci beaucoup KV. Oui, toujours là. Merci à vous, merci à tous qui êtes venus au lab avec nous ce matin et ceux qui nous suivent également à distance. On se retrouve demain au même endroit et à la même heure pour le 3e et dernier épisode de cette trilogie de webinaires sur le post-digital. En attendant, vous pouvez toujours consulter le site OMC CEIS que nous animons pour le compte du commandement de la cyberdéfense, et voilà, dont l'adresse doit apparaître sur vos écrans. Voilà, donc encore une fois, merci beaucoup à tous et à demain matin. À demain. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.